Allez, c'est parti. Rebonjour à toutes et à tous et surtout bienvenue. Juste quelques petits rappels avant de commencer, mais vous devez avoir l'habitude maintenant du format webinaire. Quelques petites consignes pour le confort de tous. S'il vous plaît, coupez vos micros quand Edwige ou quand une autre collègue intervient. C'est toujours plus agréable. Donc, je vous ai déjà prévenu, ce webinaire est enregistré pour les caméras. Je vous ai donné aussi la consigne. Et sur le déroulement de l'intervention de Edwige, on en a discuté juste avant que vous arriviez. Edwige propose de vous partager, vous voyez la couverture, enfin la première page à l'écran, un PowerPoint. Donc je suppose que qu'Edwige va faire une présentation interactive. Je pense qu'elle va pas tout dérouler, ses diapos, etc. Néanmoins, si vous avez des questions précises, merci d'utiliser comme à l'école, le petit doigt levé, la petite main levée sur le Meet. Et puis surtout, merci d'être là et merci pour votre intérêt et surtout aussi à toi, Edwige. Merci beaucoup de ta présence. À toi, Pierre. Bien, oui. Alors, ça fait plus de 30 ans que le SNUPP a fait le choix de travailler avec les chercheurs et les chercheuses pour parler du métier, pour questionner le métier, pour le faire évoluer. Et depuis le début, donc, cette volonté de rassembler, de parler du métier, des élèves, des personnels, c'est comme ça que notre syndicat, dès 1996, 4 ans après sa création, est devenu le premier syndicat des enseignants des écoles. La FSU-SNUPP organise chaque année une université d'automne. Ce sont 3 jours de réflexion, d'échange avec beaucoup d'intervenants sur le métier, sur l'école, entre enseignants, chercheurs, spécialistes de l'éducation. D'ailleurs, parmi les centaines, environ 400 participants, on retrouve depuis plusieurs années des syndiqués du Hors-de-France, d'Espagne, d'Allemagne, évidemment, qui sont proches, qui peuvent y participer. Donc, on vous invite à, si vous avez l'occasion, de vous y inscrire. Il y a également des universités de printemps qui sont organisées par les sections départementales. Et puis nous, Hors-de-France, donc voilà, c'est pour la 4e année qu'on organise notre webinaire de printemps, on va l'appeler comme ça. Donc, si on peut organiser ce webinaire, c'est grâce aux adhérents et aux adhérentes et à leurs cotisations. Donc, cette syndicalisation, elle est essentielle, à la fois pour se défendre et puis pour mettre en place ces rencontres. Notre intention pour les webinaires, donc, ce n'est pas de revenir forcément sur la formation continue, mais c'est d'offrir un autre regard, une réflexion sur différents sujets. Cette année, d'ailleurs, à propos des sujets, oui, on est ouvert aux propositions. Hein. Si vous avez des thèmes qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on puisse les programmer pour les prochaines, ce serait pour l'année prochaine. Cette année, on va traiter 2 thèmes. Alors, on va les traiter sur 2 journées différentes pour des questions d'organisation. Le prochain, ce sera sur les nouveaux programmes et sur le programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité, hein, EVARS, qui aura lieu le mercredi 7 mai, pour lequel vous pouvez toujours vous inscrire si ce n'est pas fait. Sur la philosophie, alors c'est un sujet qui revient dans l'actualité par différents biais. Que ce soit politique, que ce soit les nouvelles technologies. On est dans un monde en pleine mutation qui est secoué par des problèmes éthiques. On peut parler d'utilisation de l'intelligence artificielle, de l'accès aux données, par la multiplication de vérités et de faits alternatifs, par les difficultés à débattre, surtout à prendre le temps. J'ai un souvenir de l'intervention d'Edwige Chirouté aux dernières universités d'automne où elle parlait des oasis. Donc, on va y revenir. Donc, justement, prendre le temps, c'est aussi l'objet de ces webinaires, de se poser, donc même au niveau syndical, hein, sortir de nos revendications qui peuvent être salariales, qui peuvent être sur les conditions de travail, et revenir sur une autre réflexion. La philosophie, donc, elle s'impose un petit peu comme un élément fondamental dans la formation des citoyens et des citoyennes éclairés. Au lycée, son enseignement est assez réduit et il se réduit encore. Et en revanche, sa pratique à l'école primaire a tendance à se développer en France. Et donc, on va voir avec Edwige comment mettre en place des pratiques et par quelles approches ça peut se faire.
Alors, avant de te laisser la parole, Edwige, je vais te représenter pour ceux ou celles qui, des fois, ne te connaîtraient pas encore. Donc, Edwige Chirouté est professeure des universités en philosophie et en sciences de l'éducation à l'université de Nantes, et ainsi qu'à l'INSPE. Ses recherches portent sur la philosophie pour les enfants et la littérature en jeunesse. Elle est par ailleurs titulaire de la charte UNESCO pratique de la philosophie avec les enfants, une base éducative pour le dialogue interculturel et la transformation sociale. Comme l'a dit Pierre, Edwige a déjà participé aux UDA, aux universités d'automne de la FSUS-NUIPP. Vous pouvez revoir son intervention sur la chaîne YouTube de la FSUS-NUIPP. Et vous pouvez aussi voir une de ses interviews là directement sur le site de la FSUS-NUIPP. Pierre en parlait aussi. Qui s'intitule « Une démocratie ne peut pas survivre sans des oasis de pensée ». Voilà, eh bien Edwige, ça va être à toi, en te remerciant encore. Non, c'est moi qui vous remercie pour cette opportunité de présenter mes travaux et puis d'essayer de permettre, je l'espère, surtout de diffuser des pratiques sur le terrain, parce que l'important, c'est évidemment que le maximum d'enfants partout puissent bénéficier de ces ateliers pour développer ce que vous évoquiez déjà, l'esprit critique, le dialogue interculturel et des valeurs, parce que nous ne sommes pas neutres, pas du tout. On porte une vision du monde et des convictions et on en est fiers. Et nos pratiques pédagogiques, elles sont politiques au sens le plus noble du terme. Mais la philo avec les enfants, elle participe de cette vision humaniste et démocratique, à la fois du politique, mais aussi de l'éducation telle qu'on le porte dans notre maison commune qu'est l'école. Alors, sur le mode de fonctionnement, là, vous voyez, c'est juste pour la technique, vous voyez bien mon PowerPoint en grand. Et les vignettes et nos visages, parce que moi, je vois vos visages là, donc c'est plutôt agréable. Si je fais comme ça, est-ce que vous voyez la deuxième diapo? Oui, oui. Bon, eh ben, on va fonctionner comme ça. Et ce que je vous propose, parce que je reconnais certaines d'entre vous qui m'ont écouté, réécouté. Merci, c'est le fan club. Donc, désolée si il y a des redites par rapport à des conférences et des formations qu'on a déjà vécues ensemble. Je l'ai fait ce PowerPoint-là qui est un peu une piqûre de rappel ou les fondamentaux pour celles, évidemment, qui aussi m'ont jamais écouté. Donc, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez global, les fondamentaux, qu'est-ce qu'il faut retenir en gros sur la pratique des ateliers philo. Et on peut fonctionner de façon tout de suite dialoguée, c'est-à-dire que je vais faire mon PowerPoint, je vois vos visages. Dès que vous voulez intervenir, dès qu'il y a une question, dès qu'il y a un témoignage, intervenez tout de suite. Comme ça, ce sera plus vivant. Moi, je déroule mon PowerPoint, mais surtout, c'est ce que je dis souvent quand je fais de la formation ou même avec des enfants, cycle 3, je leur donne les 3 règles de l'atelier philo. C'est 1, se couper la parole. Règle numéro 1, vous devez me couper la parole, sinon je la monopolise. Là, jusque même 17h30, on n'a pas fini, je continue à parler, c'est mon sujet, voilà. Bon, donc vous devez me couper la parole pour que je la monopolise pas et qu'on soit dans l'échange et le dialogue. Règle numéro 2, vous allez me couper la parole parce que vous allez me juger. Règle numéro 2, se juger les uns les autres. Je vais vous dire quelque chose et vous devez vous poser la question, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pas juste? Est-ce que c'est tolérable? Est-ce que c'est intolérable? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est infaisable? Donc, c'est parce que vous allez me juger que vous allez demander la parole, voilà, pour me poser une question. Et la règle numéro 3, elle est plus anecdotique, mais je la dis aux élèves aussi, ça les fait un peu rigoler, c'est se moquer, voilà, de moi. Parce que la philosophie, elle commence avec, voilà, vous reconnaissez mon Socrate, celles qui m'ont eu en formation, je l'ai toujours dans ma valise, c'est Socrate, c'est le maître de l'ironie. Voilà. C'est celui qui va embêter les gens dans la rue, voilà, pour les taquiner, pour les vanner, pour voilà, aller titiller. Socrate disait que le philosophe, c'est comme la petite guêpe qui vous tourne autour et qui vous empêche de tourner en rond. Voilà. Et Socrate était célèbre pour son ironie. Voilà. Donc, se couper la parole, se juger, se moquer, les 3 règles fondamentales d'une communauté de recherche philosophique. C'est vrai dans les classes et c'est vrai ici. Donc, je commence et donc vous me coupez la parole. Hein, voilà.
là, vous voyez ici, donc sur le PowerPoint que vous aurez, hein, j'ai déjà envoyé le PDF et puis une bibliographie. Hein. C'est vrai que c'est parfois, alors peut-être pas pour vous, mais une espèce de dissonance cognitive quand on accole le mot philosophie avec le monde de l'enfance. Il y a un paradoxe de cette rencontre-là, parce que vous le savez, dans nos systèmes éducatifs, et c'est vrai au niveau mondial, hein, il n'y a pas qu'en France, mais la philosophie est réservée à peu de monde, en fait. D'abord, les lycéens. En France, des lycées généraux et technologiques, pas professionnels. Il n'y a pas de philo en bac pro. Elle vient juste d'être proposée en option. Il y a 1% des lycées professionnels qui peuvent proposer l'option. Bon. Donc, ça veut dire que les enfants des classes populaires, qui sociologiquement sont majoritairement orientés en lycée pro, n'ont jamais accès à l'année de philo de terminale. Bon. Et dans certains pays, je pense aux États-Unis, par exemple, c'est qu'à l'université. Il n'y a pas de philosophie dans le secondaire. Donc, la philosophie, ça reste une discipline très élitiste. Très peu de gens en font. Et ceux qui en font, ils en font très peu de temps, une année, et en plus, tout est fait pour que ça ne marche pas, l'année du bac, avec l'évaluation écrite et le problème des programmes qui sont superbes mais encyclopédiques, des exercices qui sont très ambitieux, il faut garder évidemment l'ambition, mais qui sont en gros infaisables en si peu de mois de préparation. Hein. La dissertation, le commentaire de texte, l'accès à des auteurs qui, même pour les initiés, sont difficiles. Hein. Personne ne trouve facile de lire Spinoza ou Hegel. Hein. Personne. Non. Donc, toutes les conditions presque scolaires et institutionnelles font que cette discipline, elle est soit réservée à une élite, soit finalement et in fine décevante pour la grande majorité des gens qui en ont accès. Et on pourra peut-être, certains me parler de leur expérience et de leur témoignage de la philo de terminale. Moi, en amphi à l'INSPE, donc c'est des M1 hein, que j'ai en première année, amphi, ils n'ont pas fait de philo depuis la terminale, ils sont 150, et je leur demande qui est content de refaire de la philo. Ah, sur les 150, j'ai 15 mains qui se lèvent. L'immense majorité, ils ont un mauvais souvenir. C'était chiant, on grattait, on n'avait pas le droit de parler. En plus, on travaillait, mais on avait une mauvaise note. Voilà. Bon. Donc, cette dissonance. Je te coupe, Edwige, je te coupe, hein, je respecte tes consignes. C'était exactement ça pour moi en terminale. J'adorais ça. Mais le prof, je pense que ça vient aussi beaucoup du prof. Enfin, je pense que toi, tout de suite, on sent que tu as une appétence, que tu sais faire passer le message. Mais le prof qui récite par cœur le mythe de Sisyphe, franchement, j'en avais rien à faire à ce moment-là, quoi. Voilà. C'est sûr, d'abord, c'est tout l'objet de ma conférence et de mes travaux. On commence trop tard. Ça, c'est sûr. Hein. C'est sûr que si on prend justement la philo à partir du moment où les enfants se posent des questions, c'est-à-dire 4-5 ans, et qu'on fait un cursus comme toutes les autres disciplines, on aurait une idée de la discipline qui serait indépendante de la personnalité du prof. Parce que des profs de français, on en a eu plein, des profs de maths, on en a eu plein, des profs d'histoire géo, on en a eu plein. Donc, on a une idée de la discipline, alors qui peut être marquée par un professeur qui a été marquant, hein, de façon positive ou négative. Voilà. Mais on a eu plusieurs profs. Philo, on n'en a eu qu'un, sauf quand je dis à mes étudiants pour rigoler, sauf si on a eu la chance de redoubler, et éventuellement on en a eu 2, et que donc on a pu se faire une idée de la discipline en comparant un peu les deux approches. Alors, c'est pas du tout pour jeter la pierre, évidemment, aux collègues profs de philo, mais là aussi, institutionnellement, hein, tout est fait pour qu'on soit pas pédagogue. Que ce soit le CAPES ou l'agrégation, ça reste des concours qui, en philo, en tout cas, restent très disciplinaires. Il y a quand même l'idée chez les profs de philo que le mot pédagogie, c'est un gros mot. C'est un peu des choses qui sont vulgaires. Voilà. Qu'un bon prof, c'est quelqu'un qui est compétent dans sa discipline. Et regardez la différence entre le CAPES et l'agrég. Quand on a l'agrégation, on est dispensé du mémoire professionnel. Ce qui est quand même, c'est une aberration. Il n'y a pas de formation pédagogique. Et puis, il n'y a pas de formation continue, vous êtes mieux passé que moi pour le savoir, c'est-à-dire qu'on est quand même jeté dans le bain. On adore tous notre discipline quand on est capétien ou agrégé de philo, hein, ça c'est sûr, on est hyper expert dans notre discipline. Et c'est ce que je dis toujours, hein, on réalise le jour de la rentrée si on aime enseigner ou pas. Voilà.
Et donc, on sait que y en a qui découvrent qu'ils aiment la philo et ils aiment la pédagogie et ils s'y mettent. Et moi, j'ai tout découvert après en étant sur le terrain, mais j'aimais la relation avec les élèves, j'aimais la didactique, j'aimais la pédagogie, etc. Mais j'ai plein de collègues qui m'ont toujours dit, j'aime toujours la philo, mais j'ai jamais aimé enseigner. Ça, c'est un... Juste une question. Ouais, Alexandra. Ouais. Oui, pardon, Edwige. Je reviens un peu en arrière parce qu'il y a quelque chose que tu as dit qui m'a un peu interpellée. Tu parlais de la philo dans les lycées professionnels. Et tu disais que c'était une option et qu'il n'y avait que 1% des lycées qui y avaient accès. Oui. Est-ce que c'est un choix des établissements? Est-ce que c'est comment ça se passe, cette possibilité ou pas d'y accéder? C'est surtout qu'il n'y a pas de profs qui sont affectés dans ces établissements puisque la philo n'est pas obligatoire. Dans n'importe quel lycée généraux ou technologique, tu as un prof de philo pour les filières générales et les filières technologiques. Donc, les profs sont affectés à l'établissement. Dans les lycées professionnels, il n'y a pas de prof de philo. Donc, il faut trouver un prof de philo qui, géographiquement et même personnellement, puisse aller faire des heures sup pour proposer l'option, mais dans un lycée qui n'est pas son lycée d'affectation. Donc, c'est pour ça que même matériellement, c'est pas toujours évident géographiquement de trouver un enseignant disponible, volontaire, pour faire des heures supplémentaires. Et puis aussi, comme il n'y a pas de formation en amont, c'est un public qui est spécifique. Bien sûr qu'il faut s'adapter au public. C'est pas la même chose de faire un cours de philo à une terminale L d'un centre-ville que d'aller se confronter, et je dis confronter, c'est positif, hein, voilà. Mais qu'est-ce qu'on fait? Et c'est tout mon travail de didacticienne. Qu'est-ce que ça veut dire enseigner la philosophie quand les élèves, ils ont 4 ans, quand ils ont 8 ans, quand ils sont en SECPA ou quand ils sont en lycée professionnel? C'est-à-dire qu'on est obligé de penser justement à la pédagogie. On ne peut pas faire un cours magistral non dialogué. C'est pas possible. Ou alors on parle tout seul. Ah. Bon. Donc, il faut que les enseignants aussi de philo se sentent l'appétence pour aller interroger aussi leur pratique professionnelle. Et notamment, comment on peut apprendre à philosopher avec des publics dont ce n'est pas la culture, a priori, voilà, cette culture écrite, cette culture savante, ce vocabulaire, cette capacité justement à se poser des questions, à réfléchir, à douter. Et donc, c'est des questions de culture professionnelle aussi. Moi, je suis toujours étonnée de voir que dans le secondaire, le nombre de questions sur la pratique qui ne sont pas posées par rapport au premier degré. Moi, c'est en arrivant comme formatrice à l'INSPE que j'ai découvert le premier degré. Je viens du secondaire, j'étais prof de philo au lycée avant d'être à la fac. Et je trouve qu'il n'y a pas photo dans l'ouverture d'esprit, les questions pédagogiques que peuvent se poser les collègues dans le premier degré, et que dans le second degré, on est quand même enfermé dans un moule disciplinaire. Il y a certaines disciplines comme la philo, il y a l'histoire géo aussi, qui sont plutôt conservatrices d'un point de vue de l'habitus professionnel, ou comme je vous le disais tout à l'heure, le mot pédagogie et le mot didactique, c'est des mots qui sont considérés comme un peu vulgaires, quoi. Et donc c'est une question aussi de formation des enseignants et de culture professionnelle. Voilà. Donc tout ça, mais ça, vous le savez mieux que moi, que c'est vraiment très, très, très dommage parce que je passe à mon autre diapo, vous la voyez là, avec Socrate. Il n'y a pas d'âge pour se poser des questions philosophiques. C'est Épicure qui disait déjà ça, donc il y a très, très, très longtemps. Il disait on n'est jamais ni trop jeune, ni trop vieux. Donc pour ceux qui n'ont pas fait de philo depuis la terminale, il n'est pas trop tard non plus. Ni trop jeune, ni trop vieux pour philosopher. C'est ce qu'on appelle chez les jeunes enfants l'étonnement devant le monde. Ça, c'est une expression d'Aristote, voilà, et qui disait que ce qui distingue les humains des autres animaux, d'abord et avant tout, c'est la capacité à s'étonner. C'est parce que les humains sont capables d'étonnement qu'ils vont produire toutes les formes de pensée pour essayer de répondre à ces questions-là. Les religions, les mythes, les sciences, les arts et la philosophie existent d'abord et avant tout parce qu'en tant qu'humain, devant le monde, on s'étonne. Et ça, vous le savez mieux que moi, vous avez tous les jours dans vos classes, c'est pourquoi et c'est comment. C'est pourquoi, comment, et pourquoi et comment. Voilà. Ils nous saoulent. Ils sont dans l'étonnement devant le monde. Et ils nous déroutent. Et ça, c'est une question aussi qui est importante dans les ateliers philo. Ça va être aussi un enjeu de reconnaissance éthique. Il y a un enjeu politique de forger l'esprit critique.
et des habitus démocratiques. Mais dans la philo avec les enfants, il y a un enjeu éthique de relation à l'enfant. C'est de dire à l'enfant, même très jeune, 4 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, cette question sur la mort, cette question sur la justice, cette question sur le mal, cette question sur le bonheur, il n'y a pas que des questions tristes aussi, hein. Elle est difficile, parfois elle est angoissante, hein. La mort, tu parles, hein, bien sûr, hein. Elle est déroutante, elle est angoissante, elle fait peur, mais comme on est des êtres humains, c'est normal de se la poser. Et souvent les adultes, et ça a été étudié hein, par des psychologues ou des anthropologues, nous les adultes, et je me mets dans le lot, hein, quand un enfant nous pose une question qui est dérangeante pour nous, on a tendance à l'éluder. Soit on se renvoie la balle entre adultes, montre ça à la maîtresse, montre ça à papy, voilà, montre ça à papa, il est là-bas, voilà. Ou alors de lui dire, oh là là, c'est compliqué, tu verras ça quand tu seras grand. Et donc l'idée de prendre ces questions au sérieux et de donner, comme vous le disiez, des oasis, c'est-à-dire un temps où on fait pause, allez, on se pose, et on réfléchit collectivement, parce que c'est vrai que cette question-là, elle est vraiment très importante. Qu'est-ce que c'est qu'une vie réussie? Faut-il toujours obéir aux lois? Est-ce qu'on peut être heureux et méchant? J'adore cette question, c'est une question d'enfant. Ouais. Ah, est-ce qu'on peut être heureux et méchant? Donc si c'est oui, est-ce qu'il vaut mieux être méchant et heureux que pas méchant et malheureux? Je vous laisse réfléchir. Question d'enfant, CE2 Sarcelles. Génial. C'est une question philosophique, intemporelle, universelle. C'est une question que pose Platon dans la République, hein, sur le lien entre le bonheur et la vertu. Bon. Donc, sur les lois, etc. Donc, les ateliers philo, c'est aussi un enjeu de reconnaissance de cette capacité proprement humaine à s'étonner. Et il y a des enjeux donc de reconnaissance. C'est vrai avec des enfants très jeunes, c'est vrai avec des ados. Moi, je travaille avec le quartier mineur de la prison de Nanterre. Donc, vous savez qu'en France, on peut être incarcéré à partir de 13 ans. Et tous les vendredis, au quartier mineur de la prison de Nanterre, l'éducatrice qui est venue faire mon diplôme universitaire que j'ai créé à l'INSPE du Mans, où on forme pendant une année aux ateliers philo. Donc, on a eu cette éducatrice qui est venue faire la formation et qui maintenant, tous les vendredis, propose des ateliers philo à ces jeunes incarcérés. Et les effets que je peux voir, mais même physiquement, c'est vraiment le redressement des corps, le redressement des regards, et cette façon justement de se sentir vraiment reconnus dans leur quête de sens, sur des grandes questions universelles et sur leur capacité aussi qu'on leur donne à réfléchir de façon rigoureuse. Alors, il faut savoir, je continue un peu sur mon PowerPoint, hein, que malgré cette dissonance cognitive entre l'enfant et le système éducatif, ça se développe quand même à la fois sur le terrain, vous en êtes les témoins, voilà. On n'a pas de sociologie des pratiques. Ça, c'est vraiment très dommage. J'aimerais bien diriger une thèse un peu en sociologie des pratiques, mais en fait, qui, quand, comment pratique des ateliers philo? Scientifiquement, on ne sait pas. Quand il y a des pôles de formation, on se doute que les enseignants mettent en place. Hein. C'est pour ça que quand je me déplace sur des stages à EFE, j'espère que sur le terrain, après, les collègues vont continuer et puis que les enfants vont en bénéficier. Mais on ne sait pas vraiment, en fait. Bon. On sait que ça se fait. Voilà. Ça se fait sur des formes très diverses. Dans les programmes, alors ça aussi, ça dépend des gouvernements, hein, très clairement, de droite ou de gauche. Hein. Il y a pas photo dans les programmes. Quand c'est la gauche, on a plutôt des encouragements au débat argumenté. On a plutôt l'écoute du ministère pour faire des fiches et du SCOL. J'en avais fait sous Payon et Najat Vallaud-Belkacem à l'époque, hein, sur les discussions philo. Et quand Blanquer est arrivé, il a supprimé tout ça, il a supprimé les fiches et du SCOL, et il a supprimé dans les programmes toute référence au débat argumenté. Maintenant, je ne le dis pas trop haut devant mes étudiants, hein, mais le débat argumenté, c'est cycle 4 hein, en EMC. Ouais. Donc, bon, je ne dis pas trop fort, mais ouais, là, les programmes sont pas en notre faveur en ce moment, quoi. Mais ça, vous le savez, c'est pas vrai que pour l'EMC, la vague conservatrice et réactionnaire, elle est vraie dans tous les programmes et pas seulement en enseignement moral et civique. Après, c'est ce que je dis à mes étudiants, l'école, elle est là pour former des citoyens et des citoyennes éclairés et porter des valeurs. On fait atelier philo. Et puis, c'est préconisé par l'ONU, voilà, à l'horizon 2030.
C'est avec la chaire UNESCO qu'on a réussi à faire inscrire dans les préconisations de l'ONU pour les systèmes éducatifs à l'horizon 2030 la philo pour les enfants. Bon, c'est une préconisation, hein, vous savez bien ce qu'ils en font, mais c'est quand même important d'un point de vue institutionnel de voir que ces pratiques, qui sont parfois méprisées par l'institution, bon, ont quand même une reconnaissance internationale. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez sur le développement des pratiques sur le terrain. Si vous pensez que c'est quand même bien diffusé, si ça reste hyper marginal, moi, j'ai pas de réponse pour ça. Alessandra, pardon. Ouais. Juste une réflexion à ce point de vue-là. Moi, de ce que j'ai pu voir de la présentation que tu avais faite de ton stage, etc., pour Dakar, je sais que quand il y a une formation, ça prend très vite. Et alors pourra le dire encore mieux que moi parce qu'elle est encore en classe. Moi, je n'y suis plus, mais c'est quelque chose qui a fait très, très vite sens et qui a très vite été mis en place par beaucoup de collègues. J'ai par contre un doute sur le fait de les mettre en place si on n'a pas cette espèce d'amorce qui est donnée par un stage, qui est donnée par une formation. Parce que d'une part, on se sent peut-être pas à la hauteur, pas capable. Tu dis, on est éloigné de la philo depuis très très longtemps, donc autant on fait des débats avec les élèves, on fait plein d'autres formes de débats qu'on peut faire en classe, mais le débat philo sans une amorce, le fait de voir que c'est possible, peut-être que ça se fait beaucoup moins. Ah ben, je suis tellement à 200% d'accord avec toi. Et pour moi, une des réformes les plus importantes pour la reconnaissance du métier d'enseignant, c'est de remettre de la formation continue à tous les étages. Mais ça, c'est vraiment essentiel. Et là où je fais le plus de formation continue, c'est avec l'AEFE, parce que vous avez les moyens. Des moyens qu'on n'a plus en métropole. Hein. Les moyens qu'on a en métropole en formation continue, c'est une petite conférence de 2 heures le mercredi après-midi. Et encore, cité éducative. On arrive à intervenir 1 journée, 2 journées, parce qu'ils ont des moyens de remplacement, parce que c'est ça le nerf de la guerre. Et si je fais plus de formation à l'AEFE qu'en métropole, c'est parce que l'AEFE a des moyens de remplacement, quoi, en fait, hein, pour proposer aux enseignants de sortir de la classe et de se ressourcer, que ce soit en philo, que ce soit dans d'autres domaines, hein, de toute façon. Bon, il va y avoir une nouvelle réforme du concours, hein, vous savez, qui va passer à Bac+3. Nous, notre lutte en tant qu'INSPE, ça va être que les stages ne soient pas des moyens de remplacement pérennes. C'est-à-dire que les stages qui soient proposés aux néo-titulaires qui seront en M1 ou en M2 seront des stages massés où les jeunes viendraient remplacer pendant 3 semaines des collègues qui sont en poste et qui pourraient revenir en formation continue. C'est pas ça qui se dessine. Claude, je me permets de te dire, applique ce qu'a dit Edwige, coupe-lui la parole. Oui, parce que Claude a levé la main. C'est ce que je vais faire. Mais je ne suis pas encore acculturée à couper la parole. Ça va venir, ça va venir. Non, je voulais tout simplement rajouter sur ce que disait Alessandra. Non seulement la formation continue, oui, quand et lui, je passe sur un IRF pour faire une formation, mais surtout sur un établissement et qu'on puisse fédérer des équipes, c'est-à-dire que non seulement on va avoir un problème de remplacement, mais pour moi, je pense qu'il est essentiel que les collègues partent en formation à plusieurs. Parce qu'ensuite, sur le terrain, c'est important. Et tu as bien vu, hein, quand on mène les ateliers, nous, les collègues à Djibouti, elles se mettent à 2, à 3, il y a pour intervenir dans les classes, dans le cadre des PMQC, par exemple. Et ça les encourage, ça leur donne du courage, oui, vraiment, pour se lancer. Parce qu'au début, c'est ce qu'il faut, même après ton passage. Ah ouais, mais c'est sûr. C'est pas facile de faire de la philo pour personne. Et même c'est ce qu'on dit vraiment avec les enfants. Hein. La question qu'on se pose et la façon dont on va travailler intellectuellement pour essayer d'y répondre, c'est un exercice qui est difficile. Donc il faut prendre en compte cette difficulté. C'est vrai pour les enfants et c'est vrai et ça reste difficile d'animer un atelier philo parce qu'on va avoir affaire à de la complexité, de la rigueur intellectuelle et de la complexité. Et moi, je suis d'accord avec toi aussi, Claude, hein, bien sûr. Et ça, on le sait pour le coup en tant que chercheur. Je peux vous dire, là où les effets, effectivement, on commence à les voir sur les enfants, les effets sur les habiletés de pensée qui sont travaillées, c'est quand les enfants peuvent en bénéficier pendant 2 voire 3 ans de façon régulière, hein, bien sûr.
Je prends toujours la comparaison avec un instrument de musique. Hein. Si vous voulez savoir jouer du violon, c'est pas avec 3 séances de sensibilisation que vous allez vous y mettre, quoi. Ou courir un marathon, c'est pareil. Hein. C'est pas en 3 entraînements que ça y est, on est prêt. Ben, la philo, c'est un peu pareil parce que, mais je vais revenir là-dessus sur qu'est-ce que c'est qu'un atelier philo. Mais c'est pas un atelier de parole libre. C'est-à-dire que ça va nécessiter un vrai travail intellectuel et une forme de courage affectif aussi, parce que dans l'atelier philo, comme on va se confronter à une pluralité de réponses qui sont possibles, les enfants, les ados, les adultes, hein, vont être confrontés aussi au fait que ce qu'ils entendent à la maison, pour les enfants, hein, voilà, eh ben, c'est pas la seule vérité possible. Et qu'il y en a d'autres. Voire même que ce qu'ils entendent à la maison, c'est faux. Voire même que ce qu'ils entendent à la maison, c'est intolérable. Voire même que ce qu'ils entendent ou ce qu'ils voient à la maison, c'est illégal. Et donc, ça bouscule. C'est la caverne de Platon, hein. On est bien confortable dans la caverne de nos préjugés, de nos opinions, de nos croyances, de nos idées toutes faites. C'est très confortable, cette caverne-là. Et le travail philosophique, c'est de tourner un peu la tête et d'avancer vers la lumière. Et ce chemin, dit Platon, il est douloureux. Alors attention, on ne va pas faire souffrir les enfants, on va faire tout ça de façon extrêmement ludique, avec des marionnettes, avec de la littérature de jeunesse, avec énormément de relations bienveillantes, alors pas bienveillant, bien-être en cours d'empathie, etc., quoi. Mais vraiment avec une vraie sympathie dans le travail intellectuel qui va être fourni. Mais on ne peut pas mettre de côté cette difficulté à la fois logique, rationnelle de l'exercice philosophique et la difficulté affective qu'il y a aussi de confronter ces idées au tamis, quoi. Voilà, c'est-à-dire, c'est pas dire ce qu'on pense en atelier philo, c'est penser ce qu'on vient de dire. Tu dis quelque chose, et le rôle de l'enseignant et des pairs, hein, ça va être de prendre cette idée au sérieux et de la travailler. On va voir, c'est ce que j'appelle avec les ados l'autopsie d'idées. Autopsie d'idées, ça veut dire, on a une idée, oh, la justice, moi, c'est œil pour œil, dent pour dent. Excellente idée. Alors, le excellente idée, c'est pas excellent en soi, hein. Excellente idée parce qu'elle va nous permettre d'avancer sur ce que c'est que la justice, puisqu'on est en train de travailler sur ce concept-là. Tiens, une idée. Œil pour œil, dent pour dent. Excellent. Prenons cette idée et mettons-la sur la table. Et on va l'ouvrir. On va ouvrir l'idée. Voilà. Avec les plus petits, je dois l'avoir là quelque part, mais j'ai une petite loupe avec moi. La loupe, elle dit aux enfants tout petits, quand on a une idée, on la dit aux autres, et puis nous, on va tous prendre cette loupe-là et on va voir. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est tout le temps vrai? Est-ce que c'est parfois vrai? Ah bon, voilà. Et pourquoi c'est vrai? Est-ce que ça pourrait être autrement? Qu'est-ce que tu entends exactement par? Voilà. Donc, la loupe ou l'autopsie d'idées, c'est un travail qui, encore une fois, va exiger un courage intellectuel. Et c'est risqué de philosopher. Mais ce risque-là, on va le voir, enfin, que ces pratiques-là, et vous pourrez peut-être en témoigner, mais c'est des pratiques qui sont aussi joyeuses, quoi, au sens qu'on aime ce travail-là. Ah, j'ai quelques photos, là. Tiens, ça s'est pris à Dakar, ça, celle-là. Pour montrer quelques images d'atelier philo. J'en ai une autre là, ici, vous voyez avec la bougie, j'aime bien cette image de la bougie, c'est tiré du documentaire Ce n'est qu'un début. Pascaline, enseignante, on est en cercle, il y a un face-à-face des visages, hein. S'écouter, ça veut dire d'abord aussi se regarder, hein, pour prendre en compte la pensée des uns et des autres. On est dans une pratique qui est coopérative intellectuellement. Cette question, elle est si difficile qu'on ne va pas la résoudre tout seul, hein, ça c'est juste pas possible. On a besoin de toutes les idées. On a besoin de tous les exemples. Tout le monde va coopérer. Il y en a qui ne parlent pas, c'est pas grave. Ils vont aller dessiner. Voilà. L'important, c'est pas de parler. Hein. L'important, c'est de penser. Ça, c'est très, très, très. Alors là, ça, c'est un fondamental des ateliers philo. C'est pas un atelier de parole. C'est un atelier de pensée. Il y a plein de gens qui parlent sans penser. Ça nous arrive tout le temps. Les enfants aussi. Voilà. Ah, ça parle, ça parle, ça parle, ça parle. Voilà. Il y en a qui ne parlent pas, mais ils pensent. Il ne faut pas les oublier, ceux-là. La trace écrite, le dessin, le cahier de philo, voilà. Les ateliers de philo, c'est un atelier de pensée.
Donc, le mode de discussion tel qu'on le voit là, qui est là ici, vous voyez, ça c'est du grand oral en grand groupe, c'est une modalité possible de l'atelier. Dès que c'est possible, moi je les mets aussi en petits groupes à l'oral. Ceux qui sont plus timides pour prendre la parole en grand groupe, ils peuvent se sentir plus à l'aise quand ils sont en petits groupes de 6, voilà, avec une question, pour trouver des idées, pour trouver des réponses, pour trouver des exemples. Et là, ils vont parler. On revient en grand groupe, ils ne parlent plus. Et puis des moments d'écriture. Là, je vous ai mis aussi, je pense que vous devez la voir, là, ça ne s'en sec pas. Vous la voyez l'image, hein, je crois. Hein. On est bon au niveau technique. Hein. Ouais. Oui, on voit bien. Voilà. Alors, ça, c'était une recherche que j'ai fait il y a un petit moment déjà, mais avec l'enseignante qui est ici, Caroline, on avait suivi les mêmes élèves pendant 4 ans, de la 6e à la 3e, et l'idée, c'était de philosopher dans les disciplines scolaires. Donc, il y avait des ateliers philo, j'allais dire, un peu classiques en EMC, voilà, le bonheur, la liberté, la justice. Mais la spécificité de cette recherche-là, c'est qu'on faisait des ateliers aussi en lien avec les autres disciplines scolaires. En histoire, peut-on tirer des leçons du passé? En art, qu'est-ce que c'est qu'un artiste? Qu'est-ce que c'est qu'une œuvre d'art? En sciences, qu'est-ce que c'est qu'une vérité scientifique? En EPS, pourquoi on dit qu'il y a des jeux de filles et des jeux de garçons? En mathématiques, toutes les disciplines faisaient l'objet aussi d'ateliers philo sur les questions que soulèvent justement ces disciplines-là, et on avait évalué les effets sur le rapport au savoir des élèves. Et là, alors là, je le dis toujours, vous voyez l'armoire qui est là avec le FI. Donc, c'est pas la France insoumise, hein, quand même, on garde un peu d'impartialité. C'est le philo, quand même. C'était l'armoire philo où il y avait des livres, voilà, plein de ressources. Et les élèves pouvaient aller puiser des contes, des mythes, de la littérature de jeunesse, des petits manuels de philo. Mais ils avaient une armoire à leur disposition où ils pouvaient puiser des médiations culturelles. Bon. Et donc voilà, ça c'est quelques petites images. Hein. Mais je vais revenir un peu, vous voyez, sur ces fondamentaux-là. C'est-à-dire que la classe devient une communauté de recherche philosophique. Voilà. Et on va s'inspirer vraiment des méthodes scientifiques. C'est pas l'atelier de parole libre. C'est comme dans un laboratoire, on prend notre petite loupe et allez, on va aller questionner. Faut-il toujours obéir aux lois? On va aller questionner qu'est-ce qu'une vie réussie. On va aller questionner faut-il toujours dire la vérité. Et donc on va venir à l'atelier avec nos idées toutes faites, avec nos opinions, avec nos croyances. On va mettre tout ça sur la table et on va les examiner. Donc c'est ça que j'ai mis, voilà. Donc à partir d'une problématique qui va souvent être soulevée à partir de la lecture d'une histoire, on ne part jamais du vécu et de l'intime de la classe. Ça, c'est important aussi. L'atelier de philo, il va nécessiter une distance affective. On ne philosophe pas bien à partir de sa vie personnelle. On est trop dans l'affect. Imaginez bien, on ne fait pas un atelier philo sur la mort alors qu'on est en plein deuil. Quand on est en plein deuil, on a besoin d'être consolé. On ne fait pas un atelier philo sur qu'est-ce qu'aimait vraiment quelqu'un à partir de ses propres histoires d'amour. Hein. Voilà, trop d'affect. Par contre, on peut prendre Cyrano, Christian, Roxane, voilà. Là, on va réfléchir. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'amour dans cette situation-là? Donc, mettre l'intimité, le vécu à distance, c'est une condition de possibilité de l'exercice philosophique. Et on le dit aux enfants, on ne parle pas de ce qui se passe à la maison, on ne parle pas de ce qui se passe dans la cour de récré, on ne parle pas de ce qui se passe dans la classe, on ne nomme pas les camarades, voilà. On parle des personnages, des histoires. On généralise un maximum. Les enfants y arrivent très bien. Hein. Nous, certains parents, certains enfants, voilà. Et on se base sur des fictions qui vont nous permettre justement de parler de l'amour, de parler de la mort, ou de parler du bonheur, ou de la violence, ou de la justice, mais sans être trop impliqué affectivement. Sinon, ça squeeze en fait. Hein. Il y a plusieurs raisons de ne pas utiliser l'intime, mais une des raisons philosophiques, c'est vraiment de mettre une bonne distance affective qui permet de réfléchir sereinement, voilà. Mais tout en s'appuyant quand même grâce aux fictions hein, sur des dilemmes, par exemple. Vous connaissez, je pense, peut-être tous Yacouba, l'album jeunesse, voilà, où il y a un dilemme moral. Voilà. Bon, pour réfléchir sur qu'est-ce que c'est qu'un bon choix ou qu'est-ce que c'est que le courage,
On va pas partir d'une situation de classe, hein, mais on va se dire, on est le meilleur ami de Yacouba. Vous vous imaginez, vous êtes le meilleur ami de Yacouba et il vous appelle dans la nuit. Et qu'est-ce que vous lui conseillez? Vous devez le convaincre. Tuer ou pas tuer le lion. Ça, par exemple, cette formule-là qui est, vous êtes le meilleur ami du personnage et vous devez le conseiller. Est-ce que vous conseillez à Cyrano d'écrire à la place de Christian pour séduire Roxane? Vous êtes le meilleur ami de Cyrano, est-ce que vous lui conseillez de dire à Roxane, une fois que Christian est mort, que c'était vous l'auteur des lettres? Vous êtes le meilleur ami de Gigès, le berger dans le Nymite de Platon qui découvre une bague qui est invisible, voilà. Qu'est-ce que vous lui conseillez de faire? Ou vous êtes à la place de Gigès, vous avez une bague qui vous rend invisible une journée, qu'est-ce que vous faites? Donc cette mise à distance en se mettant à la place des personnages, ça c'est vraiment ce qu'on appelle en philosophie des expériences de pensée qui permettent véritablement de réfléchir de façon sereine. Donc voilà, donc c'est ce que j'ai mis là. Et vous voyez le vocabulaire que j'ai mis, on propose des idées, on formule des hypothèses. Vous voyez, c'est un vocabulaire qui est scientifique. On déduit des présupposés. Si tu dis que la justice c'est œil pour œil, dent pour dent, qu'est-ce que ça présuppose en fait? Ça veut dire que tu assimiles la justice à quoi? Quel autre mot? Vengeance. Ah bon? Justice et vengeance, c'est la même chose? C'est pas ce que je voulais dire. Si, c'est ça que je voulais dire. Œil pour œil, dent pour dent, on va dire justice égale vengeance. Vengeance et justice, c'est la même chose. Qu'est-ce que vous en pensez les autres? On y va. Les conséquences, quoi. Si on vivait dans un monde où la justice, ce serait tout le temps la vengeance, ou que la vengeance, ce monde serait-il souhaitable? Donc, la généralisation par l'absurde, c'est aussi quelque chose qui est très formateur en philo. Imagine, tu dis que la liberté, c'est faire tout ce qu'on veut quand on veut. Mais imagine un monde, il n'y a aucune loi, il n'y a aucune règle. Ce serait bien? Tu dis qu'il faut toujours dire la vérité. Imagine un monde où le mensonge n'existerait pas. Personne ne pourrait mentir jamais. Souhaitable? Pas souhaitable? Donc la généralisation par l'absurde, c'est aussi des façons d'animer l'atelier philo qui permettent d'aller titiller, comme j'ai tout à l'heure. Tu dis ça, alors. T'es sûr? Tout le temps? Les chasseurs dans Blanche-Neige, ils mentent à la reine. Donc, toute la nuit, tu lui conseilles de dire non, mais Blanche-Neige, je ne l'ai pas tuée, elle est là-bas dans la cabine avec les nains. Ou il vaut mieux parfois mentir. Mais mentir, c'est un péché. Ah bon, je ne sais pas. On y va. Vous voyez, c'est ça. Il y a des vrais problèmes qu'on pose avec les enfants. Et des problèmes, en fait, que nous-mêmes, on n'a pas forcément résolus en tant qu'adultes. Ça reste des grandes questions pour nous. Mais c'est ça qui est jouissif aussi. Enfin, moi, je trouve. Moi, j'adore. Donc voilà, et vous voyez, c'est pour ça que je parlais de jugement tout à l'heure. Les idées, elles vont être examinées. On va les passer au crible du vrai et du faux. Je pense que vraiment, c'est un des rôles de l'enseignant dans l'atelier philo aussi, d'être garant de la scientificité de ce qui est dit. Quand un enfant avance que, je sais pas, la Terre, elle est plate, non, elle n'est pas plate, quoi. Voilà. Donc, on est garant aussi du caractère scientifique. On est garant, c'est ça la validité rationnelle, où on n'est pas dans le relativisme des opinions, où il parle, et en fait, il n'y a rien qui est contrôlé, il n'y a rien qui est vérifié, il n'y a rien qui est examiné. Donc, quand un enfant, et c'est normal, ils le disent, ils ne savent pas, ou ils l'ont entendu, ils n'ont jamais eu cette possibilité justement de passer au crible, une vérité contre-vérité scientifique, historique ou même sociétale, je vais vous donner un exemple, il faut le reprendre en tant qu'enseignant parce qu'on est garant de cette rigueur intellectuelle. L'anecdote que je voulais vous donner, c'est qu'une fois j'étais dans une classe à Creil, les CE2, différence entre croire et savoir. Comment on peut savoir qu'une chose est vraie? Et les enfants, tous musulmans, on leur demande, avec la maîtresse, c'est toujours la co-animation, on leur demande, alors, est-ce qu'il y a d'autres religions que la religion musulmane? Oui, ils savaient tous, les chrétiens, les juifs, les bouddhistes, je me souviens. Bon. Et on leur demande avec la maîtresse, mais est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas de religion? Les 22, 24, ils nous répondent, non, ça c'est pas possible. Tout le monde a une religion. Il y a des religions différentes, mais tout le monde croit en Dieu. Vous êtes sûr? Oui. Alors là, la maîtresse, on se regarde et on fait. Et là, je fais ça avec les enfants. Regarde. Attendez, là, je reprends. Elle dit, là, c'est pas vrai. Il y a des gens qui n'ont pas de religion dans le monde. Il y a plein de gens qui ne croient pas en Dieu, qui appartiennent à aucune religion. Les yeux des gamins, c'est pas. J'en dis, il y a même un mot pour dire ça.
Comment ça s'appelle? Il y a un enfant qui dit les mécréants. Je dis non, les athées. Athées, voilà. On l'a mis au tableau. On a dit, ben si, il y a des gens. C'est comme l'homosexualité dans le documentaire Ce n'est qu'un début. Il y a un atelier sur l'amour et ils sont tous d'accord pour dire qu'une fille, ça peut pas être amoureuse d'une autre fille. Et la maîtresse, elle reprend pas ça. Et moi, ça me dérange. C'est-à-dire que les enfants partent de l'atelier en continuant à penser que l'homosexualité n'est juste pas possible. Alors que factuellement, ça existe. C'est possible. Donc, l'atelier philo, c'est aussi un atelier où l'enseignant, il est garant de ce que j'appelle une validité qui est rationnelle, voire éthique, des différentes propositions. De la même façon qu'il y a du vrai ou qu'il y a du faux, il y a du tolérable et il y a aussi de l'intolérable. Il y a du légal et il y a du illégal. Et il y a des propos, en France en tout cas, hein, qui relèvent de l'illégalité. Et ça, on est garante de ce cadre-là. Et justement, Alexandra. pardon, Edwige, mais justement, je me pose une question qui vient peut-être du fait que j'étais au Sénégal et je me dis que certaines vérités qui n'en sont pas des vérités, justement, certaines croyances sont très ancrées, sont très portées par les familles, par la culture, par plein d'autres choses, quoi. Et je me demandais si tu avais, toi, un peu, pas modifié, mais en tout cas, pris en compte ces différences culturelles, parce que je pense aussi éventuellement à Djibouti, où tu as été, qui est aussi une terre d'islam assez importante. Est-ce que ça change par rapport à ce que tu aurais fait ou que tu as fait en France dans d'autres classes, ou finalement pas du tout, et tu gardes le même type d'approche, la même approche? Ben, moi, je garde la même type d'approche, c'est-à-dire philosophiquement, ça change rien. C'est-à-dire que le légal, par exemple, n'est pas un argument en soi, puisque la loi peut être injuste. Tu vois, quand c'est légal, c'est pas légal. Enfin, c'est interdit. L'homosexualité, c'est interdit, l'athéisme, c'est interdit, ou l'homosexualité, le mariage homosexuel est autorisé, c'est légal. Le légal n'est pas un argument philosophique en soi, parce qu'il ne dit pas forcément le juste, pas forcément. Hein. L'idéal, c'est que la loi, elle représente la justice, mais c'est pas toujours le cas. C'est la différence qu'on fait avec des enfants très jeunes, hein, entre légal et légitime. Donc, le légal n'est jamais un argument en soi. C'est un argument factuel. Dans le pays dans lequel nous vivons, l'homosexualité est autorisée. Dans le pays dans lequel nous vivons, l'homosexualité est interdite. Mais ça ne veut pas dire que dans d'autres pays, c'est le contraire. C'est ce qu'on appelle la relativité des mœurs. Et les lois et les mœurs, ils évoluent dans l'histoire, bien sûr. Ce qui était légal ou illégal à une époque change d'un pays à un autre, mais change aussi d'un siècle à un autre. Les femmes n'avaient pas le droit de vote. Aujourd'hui, elles l'ont. Voyez ? Bon. Donc, rappeler le légal, c'est important d'un point de vue institutionnel. Alors là, en plus, on parle d'atelier philo, on est dans notre école. C'est évidemment plus facile de rappeler la loi quand elle est républicaine, démocratique et égalitaire. Hein. Mais d'un point de vue philosophique, quand on essaye de réfléchir sur ça, on doit prendre en compte les croyances aussi. C'est ce que je dis aussi. L'atelier philo, c'est aussi un lieu purement laïque, dans le sens où les croyances sont acceptées en tant que telles. Sur la question, faut-il toujours dire la vérité, par exemple? Quand un enfant va dire « oui, parce que dans ma religion, le mensonge, c'est un péché », il y a plein de religions, hein, tu ne mentiras point, hein, cette proposition, elle est valide. Elle est valide. Et elle est valide rationnellement parce que elle repose sur une croyance qui est reconnue en tant que croyance. Je pense qu'il faut toujours dire la vérité car, en tant que catholique, dans ma religion, le mensonge est considéré comme un péché. Voilà une réponse qui est valide. Elle est vraie à une condition, d'appartenir à cette religion. Mais il y a des milliards d'êtres humains sur cette terre qui répondent à cette question-là parce qu'ils appartiennent à une religion particulière. Et puis un enfant qui va dire « Non mais moi je suis catholique, mais quand même, hein, quand mamie elle m'offre un pull qui est tout pourri, pour pas faire de peine à mamie, hein, donc pour ne pas faire de peine, il vaut mieux à ce moment-là mentir. Le chasseur dans Blanche-Neige quand même, il a raison de mentir à la reine pour protéger quelqu'un. Donc vous voyez, ça se construit comme ça à l'atelier philo. Et les enfants, ce qui est important, c'est qu'ils vont avoir une forme de métacognition par rapport à ce qu'ils disent. Je dis ça parce que je crois.
Je dis ça parce que je crois pas. Je dis ça parce que les conséquences sont trop importantes. Voilà. Et c'est ce travail-là qui est un travail philosophique et qu'on peut faire, vous voyez, avec des tout petits. Hein. Mais j'insiste là-dessus parce que je veux réhabiliter aussi l'activité de jugement. Je vois trop souvent d'ateliers philo où l'enseignante commence, mais bon, ça part évidemment d'une très 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 bonne intention de dire on va faire l'atelier philo, il n'y a pas alors j'aime pas l'idée qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse parce qu'on tombe dans le relativisme aussi. Mais l'idée que bon, il y a plusieurs qui sont réponses qui est possible, allez-y, vous pouvez dire vos idées, on va pas se juger. Je dis c'est dommage parce qu'en fait en philo on fait que ça. Cette activité de jugement critique. Par contre, on le fait avec bienveillance dans le sens où, quand un enfant donne une idée, on l'examine. Et c'est ce que un chercheur américain, Matthew Lipman, qui a travaillé sur la philo avec les enfants, appelait la faillibilité. Ce qu'on travaille dans les ateliers philo, ce qu'on appellerait nous plutôt dans le monde francophone, la vulnérabilité. C'est pas grave de se tromper, c'est pas grave de dire des bêtises. On vient tous à l'atelier philo avec des opinions, puisque justement, on n'a pas pris ce temps de philosopher. Donc, dire des bêtises, dire des contre-vérités, dire c'est normal. On met tout sur la table. Par contre, le travail philosophique, ça va être ce que Lippmann appelle aussi l'autocorrection, c'est cette capacité à dire « je me suis trompé ». Moi, je le savais. J'adore quand un enfant fait ça. Hein. Oh, j'y avais pas pensé. Oh, j'y avais pas pensé, c'est vrai. Il est là. Oh, je sais plus quoi. J'ai plus. Oh. Alors que je reconstruise, quoi. Voilà. Mais ce moment où on se dit « ah, j'y avais pas pensé », et ça, c'est un pur moment philosophique. Mais il faut accepter, c'est pour ça que je disais que ça demande du courage, hein, il va falloir accepter cette remise en question. Ça va ? Oui, pardon. Oui, excuse-moi, j'ai l'impression que je monopolise la parole. Excusez-moi tout le monde, mais ça me rappelle tellement de choses qu'on a fait justement quand on travaillait là-dessus. C'est que tu vois au fur et à mesure que tu fais ce type d'atelier avec les enfants, que la parole, d'une certaine façon, se libère, mais pas dans le sens qu'on commence à dire n'importe quoi, mais dans le sens qu'on commence à dire en réfléchissant à ce qu'on est en train de dire et à tout ce que ça implique derrière. C'est-à-dire que tu vois que la façon de prendre la parole des enfants change au fur et à mesure que tu fais cette pratique. Au début, entre guillemets, ça va dans tous les sens, tout le monde dit un peu ce qui lui passe par la tête et au fur et à mesure, tu vois que peut-être les enfants parlent moins, mais parlent en réfléchissant plus. Mais c'est exactement ça. Et tu vois, c'est ce que ici on appelle en philosophie pour les enfants, je l'ai mis là, une pensée vigilante. Alors la pensée critique, on sait ce que c'est, tu vois. Enfin, on sait ce que c'est, tu vois. C'est la rationalité, la logique, l'argumentation, la problématisation. Mais la pensée vigilante, c'est faire attention non seulement à ce que disent les autres, hein, c'est la fameuse écoute. Je suis vigilant vis-à-vis de ce que les autres disent et j'en tiens compte. Pour voir si ça me bouleverse pas, au sens où ça transforme ma façon de voir les choses, mais c'est de faire attention à ce que je vais dire aussi. Je vais dire quelque chose qui va faire avancer le schmilblick, qui va faire avancer la communauté de recherche. Donc, ne pas dire tout et n'importe quoi, et faire attention justement à ce qu'on dit. Mais c'est exactement ce que tu décris, Alexandra. Et la pensée créative, c'est une pensée aussi qui va être liée justement à l'imagination, parce qu'on va beaucoup se servir des histoires. Et là, je vais vite, hein, mais vous voyez, là, pourquoi on fait des ateliers de philo avec les enfants? C'est un peu une reprise de ce que j'ai dit, mais il y a un enjeu éthique qui est l'enjeu de reconnaissance de l'enfant comme un sujet. Il y a un enjeu qui est démocratique parce que il y a une façon aussi de co-animer avec les élèves les ateliers philo au niveau du cycle 3, où on peut leur apprendre à débattre de façon démocratique, avec un élève qui est président de séance, avec des élèves qui seraient journalistes et qui prendraient des notes, avec des élèves qui seraient reformulateurs des idées, donc on leur donne des fonctions de co-animation. Et puis, bien sûr, il y a un enjeu politique d'autant plus fort aujourd'hui, avec les crises démocratiques, qui est que la philosophie, ça doit être démocratisé, parce que c'est un levier pédagogique pour lutter contre, je l'ai dit tout à l'heure, alors je remets un peu les risques de dérive, mais les risques de dérive, ce serait le relativisme d'un côté, c'est-à-dire on pourrait dire tout et n'importe quoi, alors complotisme, vous pouvez dire fake news, voilà, c'est mon choix, c'est mon opinion, c'est l'hyper-individualisme des opinions où tout se vaut, hein,
Donc ça, c'est vraiment le café du commerce. Et c'est pour ça que l'atelier philo doit jamais, évidemment, ressembler à ça. D'où l'importance de l'intervention de l'enseignant dans l'atelier pour garantir cette rigueur intellectuelle. Et puis, ça ne doit pas être non plus une leçon de morale déguisée où l'enseignant, à travers l'atelier philo, essaierait de faire chercher, de passer un message, quoi. Donc, il faut aussi accepter de ne pas être dans le dogmatisme et d'être dans le pluralisme. Et c'est là où l'atelier philo, c'est un lieu laïque où on a le droit de croire, on a le droit de pas croire. Il y a des enfants de gauche, il y a des enfants de droite, aussi, enfin, des familles, de toute façon, mais il y en a qui ont des positions politiques qui nous paraissent un peu étranges, mais voilà. Il y a des petits libertariens, des monarchistes dans la classe. Qu'est-ce qu'un État juste? Bon, voilà, pour revenir à la monarchie, ouais, ok. Mais c'est des positions qui existent dans l'histoire, de l'histoire de la pensée. Il faut pouvoir accepter le pluralisme des convictions et des croyances, tant qu'on reste dans ce cadre, encore une fois, éthique et rationnel. Ça va? Me dites, hein. J'essaie de voir ce que je peux avancer un peu. Alors, je voudrais peut-être revenir sur l'importance des médiations culturelles. Je pense que c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment important de ne pas partir du vécu et de l'intime. Donc, la raison que je vous l'ai donnée tout à l'heure, c'est que le vécu et l'intime, c'est une matière un peu inflammable en philo, parce qu'on est trop dans l'affect et la passion. Et puis, je pense aussi que c'est important pour les enfants de leur apprendre à faire la différence entre ce qui se dit en public et ce qui se dit en privé. Surtout avec les réseaux sociaux, etc. Or, l'école et la classe, c'est un lieu qui est public. Ils n'ont pas choisi d'être là, ils n'ont pas choisi leurs camarades de classe. Les camarades de classe, c'est des collègues de travail, ce n'est pas des amis intimes. Donc, on est vraiment dans un espace qui est public. Et je me méfie toujours de ces injonctions, et on voit ça dans les kits d'empathie qui sont horribles, ces injonctions qu'on donne aux enfants à délivrer leur intimité en public. Ils n'ont rien demandé. Alors, c'est pas pareil quand un enfant le fait spontanément, mais les injonctions des adultes à dire en public qui est leur meilleur ami, s'ils ont déjà menti, s'ils ont déjà désobéi, ce qui s'est passé dans la cour de récré, etc., pour moi, c'est des injonctions qui sont malveillantes. Ça ne les regarde pas, quoi. C'est intrusif. Les kits d'empathie qui sont horribles, encore une fois, c'est que ça. C'est de la part de l'enseignant, c'est des injonctions à la gentillesse, des injonctions à la politesse et des injonctions à raconter en public quelque chose qui est privé. C'est pas du tout ça l'atelier philo. Au contraire, on va tout mettre en place d'un point de vue didactique et pédagogique pour que les enfants puissent réfléchir sur le problème ou sur la notion sans qu'ils aient besoin de s'appuyer sur leur intimité et leur vécu. Et donc, voilà, c'est ce que j'ai mis là, importance des supports culturels. Importance de donner, ce que je disais tout à l'heure, des expériences de pensée qui vont nourrir la réflexion en donnant de la littérature, en montrant des extraits de films, des extraits de dessins animés, des peintures, des photos. On nourrit culturellement la classe. Et les enfants vont pouvoir s'appuyer sur cette culture commune, en plus, parce que les albums sont lus à voix haute, les photos sont affichées dans la classe, l'extrait de film est regardé ensemble. Donc, on construit avec les élèves, avec la classe, une culture littéraire, cinématographique, artistique commune, sur lequel nous allons collectivement pouvoir nous appuyer pour répondre à la question et réfléchir à la question. Alors, je vous ai mis un article, vous le lirez si vous. Alors, ceux qui m'ont eu en formation le connaissent par cœur. L'exemple de l'expérience de pensée de s'imaginer invisible comme dans le mythe de Platon. Mais c'est typiquement le type d'expérience de pensée qui est extrêmement ludique. Parce que j'ai beaucoup insisté sur la difficulté, le courage qu'il faut pour philosopher. Mais les histoires sur lesquelles on va s'appuyer, elles vont nous offrir des expériences de pensée qui peuvent être très jouissives d'un point de vue intellectuel. S'imaginer invisible, c'est super drôle. S'imaginer avec une baguette magique et réfléchir aux 3 vœux qu'on pourrait avoir pour être heureux, c'est extrêmement jouissif. Je vous lirai tranquillement l'article, mais ça, c'est vraiment quelques conseils, vous voyez, pour mener les ateliers philo. C'est l'importance de varier les modalités de pensée. L'atelier philo, c'est pas de l'oral en grand groupe. C'est un atelier de pensée, donc on peut penser en grand groupe, en petit groupe.
On peut penser à l'oral et on peut penser à l'écrit. Varier les supports et les exercices, hein. Partir d'un album, d'un extrait de film, de peinture, de jeux, il y en existe plein, de photolangage, c'est un super exercice, hein, où on propose des images et on leur propose de dire quelle est l'image qui représente le plus que c'est que la liberté, ou celle qui représente le plus que c'est que le courage. Et donc, à partir de ces différentes images et représentations du concept, on va tisser sa complexité. Et puis l'écrit qu'on oublie un petit peu trop rapidement dans la pratique des ateliers philo. Bon, j'aurais plein de trucs à vous dire, mais comme je vois que le temps passe, là, qu'est-ce que j'ai là? Oui, les albums, vous voyez, sur lesquels je m'appuie beaucoup. On a parlé de Yacouba, mais il y a des auteurs, il y a vraiment des ouvrages en littérature de jeunesse qui ont une très grande portée philosophique, qui sont pas du tout moralisateurs, qui sont pas du tout mièvres, qui sont pas du tout du prêt-à-penser, et qui sont vraiment des médiations, mais formidable, et pas qu'avec les enfants, hein, parce que l'atelier avec Yacouba, je le fais en formation initiale avec mes étudiants de master, hein, et je le fais, certains l'ont vécu avec moi aussi en formation continue, et je peux vous dire que ça marche très très bien, même avec des adultes, hein, le dilemme de Yacouba. Bon. Et pour moi, c'est vrai, il n'y a rien que mieux. Je crois que j'ai mis une autre diapo aussi de toutes ces expériences de pensée. Vous voyez, là, j'ai remis Yacouba, Jean de la Lune, l'éphémère, mais des extraits de films. La scène du Choixpeau d'Harry Potter, elle est exceptionnelle pour réfléchir sur la notion de destin, quoi. Ouais. Bon, voilà, moi, j'avais presque envie là d'arrêter le PowerPoint pour qu'on ait un moment de discussion. Je terminais, tu vois, avec Hannah Arendt et puis ces fameuses oasis de pensée. Je vous ai mis une bibliographie où, pour s'y mettre, hein, aujourd'hui, la difficulté, c'est pas de choisir notamment les différents manuels qui existent, hein, où on vous propose des séances qui sont toutes faites, qui ont été expérimentées et dont vous pouvez vous inspirer. Votre difficulté, ça va plutôt être de choisir les supports que de les trouver. Donc, même si on n'a pas de formation continue, et évidemment, pour moi, c'est indispensable d'en avoir, mais si on n'en a pas eu, il y a quand même des ressources pédagogiques qui existent qui permettent de se lancer. Pour, si on en a vraiment envie et si on estime que c'est vraiment important pour les élèves de bénéficier de ce type de pratique. Ça va ? Oui, très bien. Très bien. Puisque en plus certains ont déjà eu l'occasion de te rencontrer, on les invite justement à prendre la parole sur la mise en place ou la non mise en place d'ateliers de philosophie pour partager leur expérience et également de poser des questions. Moi, je veux bien en poser une pour commencer. Tu l'as dit, c'est ce qui est souvent difficile, c'est comment l'écrit, parce que on a beaucoup de mal avec l'écrit, même avec des élèves moi je parle pour les élèves de cycle 3, hein, où on a l'impression que ça peut être un frein parfois par rapport aux échanges qu'on peut avoir, même aux habitudes de prise de parole, on voit des progrès, et sur les traces écrites, autant j'ai pu parfois, pas voir de belles discussions, autant j'ai moins de souvenirs de belles traces écrites. Alors, est-ce qu'il faut une belle trace écrite ou pas, ou quelle est son utilité? L'utilité de la trace écrite, c'est la structuration de la pensée et la mémorisation. Attends, je vais te montrer, je vais reprendre mon PowerPoint là, parce que j'en ai. Alors, j'espère que vous allez la voir. J'en ai une là. Est-ce que vous la voyez? Non. Attends, il faut que je partage. Hein. Pas encore. Oui, il faut pas. J'y retourne, fenêtre, voilà. Hop. Est-ce que vous la voyez? Ça y est, oui. On voit la photo, une photo, oui. Ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais on est dans un CP, ici, à Creil, et ils avaient travaillé sur une séquence, donc c'est-à-dire pendant 6 semaines sur la liberté. Qu'est-ce que c'est que la liberté? Voilà. Et c'est une trace collective. Moi, j'aime bien. Il peut y avoir des traces individuelles où on demande à la fin de chaque séance. Là, ils sont en CP, donc on va leur demander de dessiner une idée qu'ils ont retenue, un exemple qui illustre. Voilà. Par exemple, un interdit qui est justifié, qui est légitime, parce qu'il protège notre santé. Ou un interdit qui est légitime, qui est juste, parce qu'il protège du danger. Ou une règle qui est injuste, parce
parce que j'ai été punie injustement. Bon. Donc, on prend une idée qui a été développée et on va leur demander d'illustrer une idée particulière. Là, c'est des dessins, tu vois, là, ici. Donc, ça peut être fait à chaque séance. On prend son cahier philo, on écrit une idée qu'on a envie de retenir. La trace écrite, c'est ça, surtout. D'abord, c'est un objectif on garde la trace et la mémoire de ce qu'on a fait ensemble pendant 1 heure ou pendant la séquence. Non. Donc, à chaque séance, on garde une trace. Moi, j'écris beaucoup au tableau, hein, et je conseille, quand je forme, d'écrire au tableau pour qu'on puisse photographier le tableau. Et on revient la semaine suivante, dire, bon, on a dit ça, 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 ça. Et on avance. Bon. Et la trace écrite finale, ici, c'est vraiment des séances qui sont prises à la fin des ateliers de discussion, où on fait la synthèse de ce qu'on a dit. On a dit que la liberté, là, c'est tranquille, les interdits, ça nous embête. Mais en réfléchissant sur les interdits, on s'est rendu compte qu'il y en a certains qui avaient des fonctions, qu'il y a des règles qui nous protègent du danger, qui protègent notre santé, qui nous aident à grandir, qui nous aident à vivre avec les autres. Mais attention, on a dit aussi que toutes les règles n'étaient pas justes. Il y avait aussi des règles qui étaient injustes, comme les punitions, comme etc. Là, ce que vous voyez là, pour moi, c'est une micro-dissertation de philo. On est en CP à Creil. 6 semaines sur la liberté, voilà. Et on a des idées principales, on a des catégories et on a des dessins qui illustrent, voilà. Et une problématisation. Ils ont fait la différence entre légal et légitime ici. C'est un exemple, hein. Et cette affiche-là, elle est dans le couloir, et ce qui permet aussi aux parents et aux autres classes de passer en disant, bah, nous, on a travaillé pendant 1 mois sur la liberté, voilà ce que les enfants ont dit. Séquence d'après, le bonheur. Séquence d'après, grandir. Et ils font en général 3, 4 séances dans l'année. Ça, c'est vraiment une cité éducative où j'interviens depuis plus de 10 ans. Où, voilà, il y a plusieurs écoles, vraiment, la philo, c'est dans le projet de la cité éducative. Et donc, les enfants font des ateliers philo, en gros, de la grande section jusqu'à la 5e. Donc, c'est c'est un super projet, quoi. Voilà, je ne sais pas si je réponds précisément à ta question, mais encore une fois, structurer la pensée et mémoriser ce qu'on a dit pour que ça ne soit pas que de l'oral évanescent, tu vois, justement. Cette trace écrite-là, on peut la sortir. D'ailleurs, ils le font. Hein. Ils font la liberté en CP et ils la refont en CM2. C'est-à-dire qu'ils peuvent ressortir les traces écrites, soit leur cahier individuel, soit les traces écrites qu'ils ont faites. Alors, quand vous étiez au CP, voilà ce que vous disiez, le vocabulaire, les exemples que vous donniez. Et quand on est en CM2, on peut encore aller plus loin. Alors, je prends la parole parce que c'est marrant que tu dis ça. J'avais une question pour les collègues, donc notamment au Sénégal, puisque j'ai bien compris, tu y étais allée et Alessandra nous avait parlé de toi et du stage que tu avais fait. Et justement, les collègues qui sont là au Sénégal, vos ateliers philo, vous les faites, je veux dire, à quel niveau, dans quelle classe? Et surtout, est-ce que vous voyez, comment dire, une espèce de progression, en fait? Imaginons, je ne sais pas s'il y a un collègue qui est en GS, je ne sais pas, qui a commencé des ateliers philo, et puis un autre collègue qui est plutôt au niveau cycle 3, qui continue, comme tu disais, par exemple, tu travailles sur la liberté en GS, et puis tu revois ça quelques années plus tard en CM. Et est-ce que vous voyez une évolution ou est-ce que vous avez des choses à dire? Parce que ça, moi, je ne l'ai pas vécu. Ah, désolée. Pour répondre, c'est Anne-Laure. Désolée hein, de ne pas pouvoir mettre ma caméra. Donc, je disais, pour répondre un peu à ta question, on n'a pas assez de recul au niveau du Sénégal pour pouvoir te répondre sur un enfant qui aurait fait en fait plusieurs années en faisant un suivi au niveau de la philosophie. En plus, on a un grand turnover dans l'école, que ce soit en fait au niveau des enfants en fait qui débutent leur CP et puis qui vont rarement en fait jusqu'au lycée. Et puis des équipes aussi qui changent. Donc voilà, il y a aussi besoin de renouveau au niveau des formations par rapport à ça. Par contre, ce qu'on remarque vraiment, c'est en fait comme une petite graine quoi qu'on sème. Moi, je sais que je suis dans le niveau CM1 et puis en fait,
les collègues au début n'avaient pas forcément envie de faire, se sentaient pas à l'aise, etc. Et puis d'aller faire des ateliers dans leur classe, qui voient en fait comment ça se passe, etc. Et ben, petit à petit, ça donne des envies de commencer les lectures, d'emprunter la maths philo, et puis ça se fait doucement, doucement. Mais ce qui est vraiment chouette, je trouve, c'est l'évolution au niveau des enfants sur une année même. Parce que Edwige l'a souligné, je trouve que c'est vraiment la clé. Enfin, moi, c'est ça qui m'a vraiment apporté, c'est de se dire que c'est la pensée. En fait, c'est vraiment ça qui prime, que l'enfant pense et plus que la parole, quoi. C'est vraiment, on voit des enfants qui pensent par des mimiques, par des silences, par des regards, oui, par un hochement de tête ou par un soupir, enfin, et c'est ça qui est vraiment très, très sympa. Et parfois, à la fin des ateliers, ben déjà, c'est pas forcément les bons élèves qui sont les meilleurs, donc ça, j'adore. C'est vraiment des enfants qui, parfois, sont en grande difficulté parce que, ben, en fait, ils se sentent, ils se sentent à l'aise. Et puis, et voilà, il y a la trace écrite, mais elle vient après et elle est différente. Et donc, voilà, il y a un autre rapport à tout ça. Et puis, des enfants qui sortent, qui disent, oh là là, j'ai mal à la tête. Voilà, c'est vraiment. Et puis, ou alors un autre qui te dit, oh là, mais je sais plus quoi penser, quoi, parce que voilà. Donc, c'est vraiment, je trouve que c'est là qu'on se dit que c'est réussi, qu'en fait, voilà. Et puis après, bah, nous, enseignants, effectivement, c'est pas évident à mener, mais après, voilà, petit à petit, et puis les ouvrages d'Edwige sont vraiment des mines, et vraiment étayés avec plein d'albums de jeunesse, et passer vraiment des semaines à lire, pour que justement il y ait le paravent du personnage, et que les enfants ne parlent pas d'eux, même s'ils parlent d'eux, bien sûr, mais que ce soit par le biais de personnages de la littérature de jeunesse, quoi. Voilà. Je ne sais pas si je t'ai aidé un peu dans ta… Si, merci, c'est intéressant, c'est très intéressant. Et pour répondre à ta question, tu vois, ça, c'est vraiment un travail qu'on peut faire en tant que chercheur, tu sais, quand on n'a pas la classe au quotidien aussi, hein, c'est ça qu'on fait quand on fait des thèses, voilà, où on peut être un peu, tu vois, un pas de côté par rapport à l'urgence de la vie de la classe, de filmer les ateliers, de les transcrire et d'aller chercher, tu vois, dans le pli des interventions des enfants sur le long terme, ce qui évolue ou ce qui évolue pas, hein, d'ailleurs. Hein. Mais c'est pour ça la question de l'évaluation en atelier philo, pour moi, elle ne peut pas se faire sur le court terme. C'est pas des choses qui rentrent dans des grilles, tu vois, parce que faut surtout pas évaluer par le nombre de prises de parole, par exemple. Tu vois, par rapport à ce que je disais, c'est pas un atelier de parole, c'est un atelier de pensée, donc ce serait hyper injuste, tu vois, de dire il participe pas à l'atelier philo parce qu'il n'a pas parlé, ben il est peut-être pensé, quoi. C'est ça qui est le plus important. Donc je pense qu'il faut vraiment mettre de côté cette question c'est cette question de l'évaluation. Je pense que, comme le dit Anne-Laure, voilà, on voit les élèves progresser, etc. Et les habiletés de pensée, elles sont tellement complexes en fait dans leur construction, que c'est un travail qui peut être fait qu'en recherche, quand on prend le temps d'écrire un mémoire sur le sujet. J'ai pas mal d'étudiants qui le font à l'INSPE, hein, en M1, en M2. Il faut vraiment prendre un temps qui est spécifique et qu'on ne peut évidemment pas faire quand on est dans l'urgence du quotidien de la classe. En fait, moi, ma question, c'est que quand je t'écoutais avec ton exemple, la photo précédente, là, sur la liberté, sur l'affichage, c'était pas tant une question sur l'évaluation, mais plutôt sur l'évolution. En fait, j'imaginais un enfant de GS qui fait un dessin, je sais pas, qui aborde le sujet de la liberté, qui fait son dessin qui correspond à sa vue sur la liberté, et qui, quelques années plus tard, voit ça. Et je sais pas s'il y a un cahier de philo qui est suivi, un petit peu comme on fait ou qu'on faisait, je sais pas. Le cahier d'art visuel, un suivi, et à la limite, c'est de faire sourire, dire, dis donc, en CP, en JS, je pensais que c'était ça, maintenant j'ai 50 plus. C'est cette espèce de recul sur une idée que tu as pu avoir quand tu étais plus jeune, quoi. C'est amusant, moi, en fait.
Ouais, puis tu sais, Sylvain Connac, que vous devez connaître aussi sur son travail sur la coopération, le travail de groupe, etc. Il a fait sa thèse sur les ateliers philo avec Michel Tozzi. Et quand il était professeur des écoles, dans sa classe, il avait construit, alors là, pour le coup, c'est de l'évaluation formative, il avait construit une grille d'évaluation en philo. Vous savez, il travaille comme avec les ceintures de judo, où les élèves décident de passer leur ceinture en maths, en grammaire, etc. Et il avait construit la ceinture de judo en philo, où les élèves pouvaient décider d'aller passer leur ceinture et ils étaient évalués pendant une séquence de discussion sur leur capacité. Alors là, avec des choses assez fines, tu vois, à argumenter, à rester dans le sujet, à rebondir sur les idées des autres. Et ils pouvaient cocher leur petite case et passer leur ceinture de philo. Et ça, c'est des outils que vous pouvez retrouver si vous allez voir les travaux de Sylvain Connac. Et moi, je me demandais si Arnaud, qui nous a rejoint, c'est de ma faute, j'ai oublié de lui rappeler que la date, c'était aujourd'hui. Arnaud était le NFE à Dakar pendant 3 ans et a beaucoup travaillé avec les collègues et Edwige. Et peut-être que toi, Arnaud, tu as eu comment dire, un point de vue plus général sur ce qui s'est passé chez les enseignants à Dakar en tant que MFE, tout ce que tu as suivi, tout ce que tu as pu voir. Peut-être à Mermoz, mais peut-être aussi ailleurs dans d'autres écoles, parce que je sais que Edwige ne va pas que dans le GD, mais anime aussi des… Oui, parce que la formation était régionale. Donc, bonjour, ça va? La formation était régionale, et ben, ils l'ont fait encore cette année d'ailleurs, avec plaisir, grâce au partenariat entre l'IRF, donc de l'Afrique de l'Ouest, et la chaire UNESCO des ateliers pour enfants. Enfin, bon, après la terminologie, mais voilà, à peu près ça. Moi, j'ai fait 15 ans d'AEFE, j'ai fait j'ai fait coordinateur pédagogique, formateur. Je dois avouer que c'est quand même le projet qui a le mieux fonctionné quand même dans ce que j'ai fait à l'AEFE. On avait quand même une centaine de classes qui faisaient des ateliers, alors qui en font toujours, j'espère, hein, alors me contredira ou pas. Alors, donc c'est vraiment quand même des choses qui intéressent les enseignants parce que, alors, moi je vais commencer par un propos un peu pessimiste, vu que j'ai quitté l'éducation nationale, c'est que l'école française va mal. Et donc, elle a besoin de sens. Et justement, je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à développer ça, parce que c'est ça qui manque finalement à l'éducation nationale. On a développé une technicité trop exagérée auprès des enseignants, et donc il n'y a plus ce sens-là. Et alors, c'est pas des gadgets, parce que je veux pas que ça soit des gadgets, et en fait, c'est ça quand on est des fois à développer des trucs sur la psychosocialité, plein de programmes que les enseignants n'arrivent pas à suivre, c'est clair. Et il faut vraiment qu'on arrive à dire que c'est comme la littérature jeunesse, c'est comme les médias, il faut une grande part, il faudrait que ça soit plus important, il faut que les enseignants le prennent à partie, parce que c'est dans les programmes, donc on ne va pas se gêner non plus. Hein, il faut vraiment que les enseignants prennent à corps ces choses-là, parce que c'est vraiment des actes premiers de l'intelligence, quoi. Penser, écrire, analyser des textes et des images. Voilà l'acte premier de l'élève, qui va faire d'ailleurs sur le long terme. Moi, je dis toujours aux stagiaires, pensez au long terme. Pensez pas au court et au moyen terme. Pensez à vos élèves quand ils auront 18 ans et qu'ils seront à l'université. Ben oui, et je pense que c'est ça qui peut faire tout ce genre d'activités qui peuvent faire la différence, parce que finalement, tous ces élèves, et même s'ils sont à l'AEFE à l'étranger, parce que je pense qu'on a un public ici qui travaille à l'étranger, les références culturelles et tout ça, ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. C'est pas parce qu'ils ont de l'argent qu'ils ont des références culturelles. Donc, il faut donner tout ça. Il faut vraiment qu'on puisse apporter grâce à ça, parce que finalement, quand on fait des ateliers avec des ouvrages des sur terre, on travaille aussi bien sur la littérature jeunesse, sur les images, sur des médias. Donc, finalement, ça englobe toute une production artistique et culturelle, et qui nous permet de réfléchir, d'analyser. Et je pense que c'est l'acte premier de l'école.
Alors après, oui, il faut apprendre à lire, à décoder, et voilà, on le fait très bien. Il faut apprendre à encoder, mais après, il faut apprendre à lire et à écrire, mais pas lire pour comprendre, et écrire pour créer et pour analyser. Donc voilà, je pense que il faut vraiment qu'on arrive, mais bon, je sais très bien que ici, tout le monde va être d'accord avec moi, mais il faut passer le message parce que là, on atteint des niveaux de technicité avec le nouveau programme, tout ça, qui, j'espère que vous le voyez, est de pire en pire. Donc vraiment, emmenons ce sens dans l'école et passons le message parce que c'est important. Voilà, voilà. Et donc, ces ateliers philosophiques sont vraiment essentiels. Et les gens, j'ai jamais eu autant d'échanges aussi avec les collègues, parce que des fois, on fait des stages, on est très déçus parce qu'il y a quasiment aucun retour, ou très peu. Et là, avec ces stages-là, avec Edwige, ben, j'ai eu des retours, alors qu'est-ce que je suis en train de travailler sur la liberté, tu penses quoi? Moi, je suis pas un expert là-dedans. Hein. Je veux dire, franchement, je suis vraiment pas un expert, même si des fois, Edwige me disait, tu peux faire la conférence. À force de l'entendre, tu peux faire la conférence à ma place. Non, je suis pas capable. Mais c'est vrai qu'il y avait. Alors après, c'est vrai aussi qu'il faut s'intéresser au sujet et qu'il faut pas se mentir. Il faut aussi qu'on réfléchisse de son côté en tant qu'enseignant sur les notions qui sont abordées. Il faut avoir un petit bagage, on va dire. Et ça, c'est comme tout, hein, comme il faut un petit bagage en mathématiques ou en sciences et tout ça. Je finirai, bon, peut-être après je vais arrêter parce que c'est trop long. Non, mais même la culture scientifique peut être l'objet de tout ça aussi. Tout ça, toutes ces notions, toutes ces matières peuvent être l'objet d'une réflexion. Quand on parle de réflexion sur les sciences en disant ben, qu'est-ce que le débat démocratique qui doit avoir lieu sur les sciences qui peuvent être un danger pour la société, là aussi, ça peut être aussi un débat pour la classe. Donc, tous les objets de débat, en faisant, comme disait Edwige, en réfléchissant avant, en intervenant hein, et en étant médiateur du savoir, mais je pense que c'est important que tous ces débats soient mis en place dans les classes. Merci Arnaud. Je veux juste rebondir sur ce que tu dis. Ça se prépare ni plus ni moins qu'une autre séance de classe. Non, mais c'est parce qu'en fait, les gens n'ont pas forcément fait des philos, ou alors ils ont un souvenir voilà, les gens ont un souvenir de la philo, c'est quelque chose de très difficile. Une séance de science ou une séance d'histoire, bah, tu te remets le contenu, quoi. Pour pas dire de bêtises. Ce qu'il faut faire passer aux collègues, enfin, parce que si vous avez suivi ma formation, vous savez, vous avez des outils, etc. Mais dire aux collègues qui n'ont pas suivi de formation qu'en attendant d'en avoir une, voilà, que la méthodologie pour mettre en place un atelier philo, c'est la même méthode que dans les autres disciplines. C'est-à-dire que si on veut aborder la question de la liberté ou du bonheur en atelier philo, ben on potasse un peu le traitement philosophique. C'est-à-dire comment la philosophie traite la question de la liberté. Et pour ça, il y a plein de ressources. J'en montre une. Je fais de la pub, mais pour une copine. Mais elle est super, cette collection. Si vous avez aussi un adolescent qui est en terminale, c'est tout le programme de terminale qui est en BD. Ça s'appelle Toute la philo en BD. Et c'est vraiment fait pour les lycéens de terminale. Il y a la liberté, il y a le bonheur, il y a l'État, il y a l'art, il y a le langage. Enfin, il y a toutes les notions qui sont au programme de philo de terminale. Mais c'est des super outils pour tous les enseignants qui n'ont pas une culture philosophique disciplinaire. Et si on veut faire une séquence sur la liberté, bah, on peut faire ça, vous voyez, ça fait, je sais pas, une petite trentaine de pages, c'est de la BD, mais vous avez Sartre, vous avez Rousseau, vous avez l'expérience de Milgram, vous avez tous les grands problèmes, voilà. Cours de philo de terminale. Donc, ça, c'est vraiment, c'est pas pour les élèves, quoi, c'est pour vous. Vous savez quels sont les problèmes, quelles sont les distinctions, quels sont les auteurs, quels sont les courants, voilà. Puis après, vous passez au didactique. Ouais, et puis au didactique, bah après, il y a plein de manuels, tu vois. Par exemple, le mien, tu prends la séquence sur la liberté, et puis je vous dis, bah, il y a l'anneau de Gigès, il y a la rédaction comme album, on vous donne des pistes pédagogiques. Mais c'est comme les autres disciplines, hein. On se remet à jour au niveau disciplinaire. Et ça, il y a plein de ressources super ludiques. On n'est pas obligé, tu vois, de relire des vieux cours de philo de terminale un peu barbants, quoi. Et puis après, il y a tous les manuels qui existent et qui vous donnent des ateliers tout faits et qui vous donnent des dans tes ouvrages, il y
il y a un peu de théorie, quoi. Donc, Oui, il y a toujours un peu faut les pas enjeux. sauter, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas sauter ça, quoi. Voilà, Non. il faut aussi le lire. Il ne faut pas passer directement à la séquence, mais il faut aussi lire que tu fais, que tu donnes pour les enseignants pour qu'ils aient un minimum de. Voilà. Ouais. Il faut Mais pas. on le fait. Oui, vas-y, Claude, pardon. Ouais, ça y est, je t'ai coupé la parole, Edwige. Ah, non. Non, on le fait dans toute autre discipline. Hein. Je veux dire, Oui, c'est ça. on est PE, on est des polyvalents. Moi, je me Mhm. rappelle, les mathématiques, quand je me suis retrouvée enseignant en CM, il a fallu que je remette un petit peu à jour, même au niveau du CM, mes connaissances. Et là, pour le coup, la philo, c'est le cas. Mais je pense, et j'encourage moi vraiment les collègues à se lancer à 2, puis à 3. C'est-à-dire à préparer les séances à 2, à les animer à 2, en écrivant la partition, où est-ce qu'on va intervenir et tout ça, et s'observer. On va de plus en plus vers ce type de format de formation, où on s'observe, puis on voit combien ça peut être positif, on s'enrichit avec nos collègues, puis ça nous donne du courage aussi, parce que là, c'est vrai qu'on remet en question des manières de faire, c'est là où ça nous bouscule nous en tant qu'enseignants, hein. D'oser se lancer dans les ateliers philosophiques, puis ça marche pas ou ça marche pas comme on aurait aimé que ça marche la première fois, la deuxième fois c'est un peu mieux, et la troisième, mais il faut surtout pas lâcher. C'est comme quand on encourage nos collègues à faire du travail en groupe, travail en atelier, en équipe. Ah, ils savent pas travailler en équipe, ils ont travaillé en équipe toute leur génération de maternelle, et ils arrivent en CP, ils savent plus le faire. Bon voilà, c'est juste d'oser se lancer, puis se donner, s'accorder du temps aussi. Sinon, moi, je partage complètement ce que tu disais, Arnaud, qu'il y a tout ce qu'il faut, quoi. Oui, c'est une mine d'or au niveau des outils. Et puis, des fois, il y a des échanges. Je coupe la parole, du coup, je la prends. Mais des fois, c'est intéressant. Je me rappelle, on avait fait une année, 3 ateliers dans l'année. Bon, c'est pas beaucoup, mais c'était des rencontres philosophiques entre les terminales et les CM2. Et on était donc dans une assez grande salle, donc il y avait des groupes et c'était mixte, en gros 2 CM, 2 terminales, puis il y avait des petites thématiques, ils discutaient, puis ils présentaient. Enfin, c'est aussi quand on est un peu pris, et du coup le prof de philo, il aidait pour animer ça, pour prendre en main. Mais on avait fait ça 2 années de suite et les élèves de terminale, justement, eux qui trouvaient que c'était des moments d'air pour eux, où ils voyaient bien le questionnement qu'ont encore en CM les élèves. Et puis, ça permet, quand on n'a pas beaucoup de temps, qu'on est un peu craintif, de démarrer, par exemple. C'est sûr. Après, il faut les conditions d'établissement pour le faire, mais évidemment, c'est idéal. Il faut évidemment une classe qui veuille, la salle, enfin voilà. Et ça, c'est les collègues partants, du temps de concertation. Exactement. Apéro philo, hein. Ce que je dis aux collègues quand je finis des formations, je dis maintenant on continue, on prépare les séances. Tout commence par un banquet. Il ne faut pas oublier que l'histoire de la philo, tout commence en Grèce par un banquet. Voilà. Donc il faut perpétuer la tradition. Voilà. Apéro philo. Et sur l'établissement, nous, l'enseignant du second degré participe aux ateliers avec l'une des collègues, Aurore, en CM, et construisent les séances ensemble. Puis il est tout à fait disponible pour venir alimenter, aiguiller les collègues du primaire. Mais c'est vrai qu'il y a cette question de légitimité chez l'enseignant en primaire, de se dire, est-ce que moi, je m'autorise à aller faire de la philo en classe? Ben oui. Mais ça, c'est la sacralisation de la philo dans nos sociétés, justement parce qu'il n'y a qu'une année, que cette année, elle n'est pas toujours bien vécue, qu'elle est exclue pour les élèves des lycées professionnels. Enfin, donc, on a une idée de cette philo qui couronne, qui est au-dessus, voilà. Et puis, il y a toujours c'est l'éternel problème, mais j'ai pas le temps. Avec tout ce qu'on a à faire avec les programmes qu'on doit mener, j'ai pas le temps, je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir le faire. Et puis finalement, on se rend compte, tu parlais de l'écrit tout à l'heure, Arnaud, mais pour moi, la place de l'oral est très importante. L'oral, c'est-à-dire construire sa pensée, tu le disais, en parlant, en échangeant, et on voit une évolution sur les discours des élèves. Et ça, c'est important. Et puis ça a sa place en français, ça a sa place en ENC, ça a sa place… oui. Même dans toutes les disciplines, ce que je disais tout à l'heure, tu vois, quand tu réfléchis sur comment on peut savoir qu'une chose est vraie, là, tu fais le lien aussi avec les sciences. Quand tu réfléchis sur qu'est-ce que c'est qu'une œuvre d'art, pourquoi il y a des dessins qui vont dans des musées et pas d'autres?
tu es aussi complètement dans la philosophie des arts plastiques, de faire comprendre aux enfants qu'est-ce que c'est qu'une œuvre d'art. Quand tu fais sur le travail en histoire, sur la question de la violence, tu peux faire du lien avec toutes les disciplines. Donc, c'est ça aussi, à la fois ça a sa place de façon institutionnalisée dans l'EMC, dans l'enseignement moral et civique, parce que tu as tous forgé l'esprit critique, mais c'est aussi transdisciplinaire et pluridisciplinaire. Et pour revenir sur la question de la trace écrite qui était soulevée tout à l'heure, tu me diras si je me trompe dans en tout cas la réflexion que je mène sur la question. Il y a un très fort étayage au démarrage par l'enseignant. Quand tu parles de classification, de catégorisation au tableau, on vient de me mettre la lumière, donc je crois que… voilà, oui, surtout dans les petites classes, mais je pense que ce travail de catégorisation et de classification, on arrête trop vite de le faire en élémentaire. On le fait beaucoup en maternelle, mais on arrête de le faire et c'est dans la classification et la catégorisation que la pensée se construit aussi. C'est tout à fait possible en cycle 3. Et pour aller ensuite vers une trace écrite, c'est-à-dire que les élèves se familiarisent avec cette manière de procéder au niveau des affichages collectifs, puis peu à peu, ils s'autorisent de plus en plus à renseigner leur petit calepin de philo. Et c'est pareil, ce calepin de philo est pas renseigné en groupe. Les collègues, c'est ce qu'elles font au démarrage des ateliers. En équipe, on renseigne et puis on échange sur ce qu'on a retenu, après une synthèse faite à l'oral par l'enseignant. Et peu à peu, les élèves sont de plus en plus autonomes pour la rédaction, sachant qu'ils sont toujours qu'en cycle 3, en cycle 3 qu'en CM, la trace écrite, faut les aider à mon sens. Je pense qu'il faut vraiment voir l'atelier philo comme une pratique ordinaire de la classe. À ses débuts, on l'a souvent considéré comme un truc un peu exceptionnel. Même à un moment donné, on lisait beaucoup dans les différentes ressources qu'il fallait sortir de la classe, mais je pense que c'est contre-productif en fait. Il faut vraiment ça comme une pratique ordinaire. On est en EMC, le lien avec la littérature, le lien avec l'histoire, le lien avec ça, et on la prépare ni plus ni moins qu'une autre séance de classe. Mais pour rejoindre ce que disait Claude tout à l'heure et ce que tu dis Edwige, c'est vrai que nous on est instit. Désolée, j'aime pas le nom de PE, on est instit. Et on est pluridisciplinaire. Et par rapport nous-mêmes à notre vécu, on en parlait tout à l'heure, on a fait pendant des années, pendant toute notre scolarité, toutes les matières, français, maths, histoire, etc. Mais voilà, notre expérience à nous-mêmes en philo, elle se résume à quoi? Sauf ceux qui ont fait des études en philo après, à une année de terminale. C'est ce que tu disais en introduction, Edwige. On a eu très peu d'expérience à notre propre niveau scolaire. Donc effectivement, moi je me souviens pour l'avoir un peu fait parce que j'étais dans un pays où voilà, il y a certains sujets, comme dit tout à l'heure Alessandra, j'ai évité d'aborder, bref. Mais je ne sais plus ce que je disais. La discipline. Oui, voilà. Et on a très peu d'expérience et quelque part, ce que disait, je crois que c'est Claude qui disait, d'où on doit aller chercher cette légitimité pour pouvoir enseigner la philo. Parce qu'on n'a pas une formation, mais comme tu dis, il faut que ça soit une matière à part entière, comme les maths, comme le PS, etc. Et c'est peut-être aussi cette difficulté qu'on a, nous, en STIT. Oui, mais c'est les représentations que nous avons culturellement de la discipline, qui restent réservées à. Et c'est vrai que le langage des philosophes aussi, historiquement, c'est un langage qui exclut. Parce que les textes des philosophes, le langage des philosophes, la façon de parler des philosophes, c'est pas du tout inclusif, quoi. Donc, ça change un peu parce que dans la société dans laquelle nous vivons, en tout cas en Occident, etc., il y a quand même une vague de démocratisation d'accès à la philo. Il y a eu les cafés philo qui existent toujours. Il y a un certain nombre d'établissements qui proposent pour les adultes des cafés philo. Il y a des ouvrages que je conseille beaucoup, moi, en formation pour se remettre à la philo de façon ludique. Et c'est ce qu'on appelle la pop philosophie. La pop philosophie, c'est des philosophes contemporains qui vous font des cours de philo, mais en partant de ce qu'on appelle la pop culture. Par exemple, on va avoir philosopher à partir d'Harry Potter, philosopher à partir de Game of Thrones, philosopher à partir des chansons. Il y a Marianne Chaillan, j'ai celui-là aussi sur mon bureau, donc je le montre. C'est philosopher à partir des Walt Disney.
Ils vécurent philosophes et firent beaucoup d'heureux. C'est des micro-chapitres où elle met en relation un philosophe et un dessin animé. Enfin, Épicure avec le livre de la jungle, Montaigne avec Pocahontas, Sartre avec Zootopie. Et c'est super bien fait, en fait. C'est pas du tout jargonnant, c'est ultra accessible. Et en plus, ça donne des idées d'atelier. C'est pas du tout fait pour comme un manuel avec des séances toutes faites. C'est vraiment pour n'importe qui se remettre à la philo. Mais voilà, à partir de Walt Disney, d'Harry Potter, de Game of Thrones, il y a quand même aujourd'hui, même il y a des chaînes YouTube, elles sont pas toutes super, mais il y en a quelques-unes qui sont vraiment bien faites pour voilà, se remettre à la discipline et de façon qui soit pas chiante et rébarbative, quoi. Et pour rassurer ceux qui ne se seraient pas encore lancés éventuellement parmi ceux qui, je vois que les collègues se déconnectent au fur et à mesure parce que je pense que ils repartent sur d'autres réunions et tout. Mais je sais que la première approche fait peur et moi la première, j'ai vraiment pas eu du mal à commencer parce qu'une fois que on a eu la formation avec Edwige, c'était parti, mais on se sent effectivement pas vraiment légitime parce qu'on n'a pas on pense ne pas avoir les compétences en philosophie nécessaires. Mais au fur et à mesure qu'on le fait, on se rend compte qu'on acquiert nous-mêmes des compétences et que donc ça se fait aussi de moins difficilement, je vais dire. Je ne veux pas dire c'est facile parce que c'est pas vrai, mais on se câble d'une certaine façon à ce type de travail avec les connaissances qu'il faut aller chercher et on peut le faire. Ça demande certainement du temps, mais comme n'importe quelle autre préparation de n'importe quelle autre séquence qui va de la lecture aux sciences en passant par les maths. Ouais. Et puis même si par exemple tu as fait des sciences ou de l'histoire ou des arts ou de l'anglais dans toute ta scolarité, je peux vous dire que les M1 qui arrivent, qui ont fait des études de maths ou des études d'histoire, bah, dans les autres disciplines, c'est tellement loin que tu sais, là aussi, ils n'ont pas forcément un bagage disciplinaire en sciences et en histoire, il faut qu'ils s'y remettent. Hein. Ben, la philo, c'est pareil, c'est pour ça que c'est une pratique ordinaire. Il faut s'y remettre. Quand on fait une séquence sur les volcans, tu vois, le cours sur les volcans qu'on a eu quand on était soi-même élève, il remonte, quoi. Donc, ben, tu te remets un petit peu au contenu disciplinaire. La Révolution française, c'est pareil. Enfin, dans toutes les disciplines, dans le travail de préparation, il y a tout le travail sur le contenu disciplinaire. C'est vraiment une pratique ordinaire. Puis une fois que tu as fait ta séquence sur la liberté une année, bon, bah, ça y est, là, tu le maîtrises bien. Puis l'année suivante, tu dis, allez, j'attaque un nouveau concept, le bonheur. Puis l'année suivante, je ferai la vérité. Puis on se construit comme ça, à la fois une bibliothèque mentale et puis une vraie bibliothèque aussi dans sa classe où on peut, là, on parlait avec ce qu'on a fait à l'AEFE aussi, de construire des mallettes pédagogiques par thème, où les enseignants peuvent venir retirer la mallette sur grandir, sur l'amitié, sur la liberté. Et c'est une aide considérable aussi parce que ça fait gagner beaucoup de temps dans ce qui est un truc matériel très, très pragmatique. Hein. Si on vous conseille des livres, bah, les livres, il faut les avoir, quoi. Voilà. Et donc, le fait de constituer dans des établissements des mallettes pédagogiques toutes faites, où on vient prendre la mallette sur le bonheur, sur la liberté ou sur grandir, ça facilite aussi grandement la tâche des collègues d'aller chercher les albums à droite à gauche. Quoi. Mais tout ça, ça demande du temps, c'est progressif. Et le plus important, c'est d'y aller, quoi. Il y a juste un truc, parce que je pense à un truc, j'avais fait un projet d'architecture avec la grande section et puis l'école d'architecture de Marseille, là, avec un projet d'architecture. Et puis, non, parce qu'on parlait des matières, tout ça, et puis on m'avait dit, mais Arnaud, pourquoi tu les envoies en récréation? Pourquoi tu leur fais faire du sport? Ils ont besoin de penser, ces enfants. Ils ont besoin de réfléchir. Ils n'ont pas besoin de tout ça. Ils le font en dehors. Toi, tu es là pour les faire réfléchir. Mais ça me rappelle que voilà, sa vision à lui, elle n'était pas bête non plus. Des fois. Et puis pareil, pour convaincre toujours dans l'idée d'aller disséminer ça auprès des collègues, c'est vrai que quand on travaille sur la littérature de jeunesse, par exemple, c'est des supports qui sont familiers pour les collègues. Quand on leur dit, alors c'est un atelier philo, pas sur l'identité ou sur les différences, mais c'est à partir de Jean de la Lune. Jean de la Lune, c'est familier, quoi. Il le connaît, ou Yacouba. Ah, mais je le connais, cet album, etc. Donc, ça permet aussi, voilà, de partir d'un support qui est aussi familier pour les collègues, parce que c'est des albums qui peuvent être travaillés en littérature par ailleurs.
Et ça, c'est vrai que c'est facilitant pour désacraliser l'atelier philo, dire bah, ça c'est sur un album qu'on travaille, qu'on connaît déjà, qu'on a déjà fait en littérature. Donc, c'est une base aussi qui est rassurante. J'ai beaucoup parlé de l'importance d'avoir des supports pour les élèves, mais les supports, ils sont aussi comme un filet de sauvetage aussi pour les enseignants. On ne parle pas de la liberté, tu vois, de façon générale comme ça, on s'appuie sur des situations, des supports qui sont familiers dans la culture professionnelle. On a déjà quelques collègues qui nous ont quittés. Je regarde. Je vois Sophie, Fabrice, Claude, Anne-Laure. Ah, Pierre, c'est toi. Vous avez des questions? Profitez encore de quelques minutes avec Edwige ou des remarques ou des retours sur expérience. Moi, oui, je serais tentée de dire si Edwige n'est pas encore Ah, on t'entend plus, Claude. Ah oui, on a perdu. chargée. Vous m'entendez? Oui, tu as été coupé. Oui, c'est à Djibouti, c'est pas toujours constant. Donc, oui, j'encourage les établissements à faire venir, les collègues à encourager les établissements, leur établissement à faire venir Edwige. Parce que au sein de l'IRF, c'est sympa qu'elle passe, puisqu'on draine des collègues des établissements de toute la zone, mais c'en est un qui vient par établissement. Alors que lorsqu'elle vient sur l'établissement en soi, on peut vraiment mener un travail d'équipe. Et moi, j'y crois beaucoup. Sur impulser des pratiques au sein de nos classes, si ça part de l'équipe, c'est toujours positif. On le voit, hein, moi je le vois après son passage, les collègues sont tous, ils ont peur, mais se lancent quand même. Voilà. Donc, vivement une autre zone pour que tu puisses te faire venir. Normalement, je vais à Conakry l'année prochaine. Je devais y aller cette année, et puis c'était un peu compliqué au niveau des vols et tout ça. Ouais, mais et puis je ferai un stage à Johannesburg. Oh là. Je sais. Au mois de mars. Au mois de mars, ouais. Puis je suis contente parce que l'Université Nantes est en train de recruter là, un deuxième enseignant-chercheur. Parce que là, pour l'instant, je suis quand même toute seule comme enseignante-chercheur sur la chaire UNESCO. Mais là, on recrute un ou une collègue. Voilà, qui sera hyper spécialiste de philo pour enfants et on sera un peu plus nombreux pour pouvoir assurer les demandes de formation parce que c'est vrai qu'on en a beaucoup, quoi. Et bon, on n'a pas le don d'ubiquité et on peut pas répondre à toutes les demandes, mais on essaye au maximum. En même temps, c'est une bonne nouvelle qu'il y ait une hausse comme ça, enfin une hausse, comment dire, qui est une recrudescence de demandes de formation. Oui. Que ça répond à un besoin. Ouais. Alors malheureusement, plus le monde va mal, plus on nous appelle. C'est horrible, mais alors, plus les démocraties sont en crise, plus on nous appelle. Plus il y a des crises écologiques, plus on nous appelle. Donc, quand le monde ira bien, on ne servira plus à grand chose. Mais oui, enfin, c'est pas demain la veille. Ouais, mais bon, ce qui est beau à voir, c'est que les collègues sont woke, sont éveillés justement. C'est-à-dire, voilà, c'est que on sait que, en général, quand on nous demande, c'est comme en psychanalyse, la moitié du chemin est fait dans le sens où on est conscient du caractère politique au sens noble du terme de ce qu'on fait et que on est un des acteurs majeurs du système. Et que on peut œuvrer pour faire vivre les modèles démocratiques, les valeurs humanistes et que ces pratiques-là, c'est pas des recettes magiques parce qu'il y en a pas, mais on fait ce qu'on peut sur le terrain où on exerce. C'est ça, il faut continuer à y croire. Hein, c'est ambitieux, hein, c'est ce que je dis à mes étudiants à l'INSPE, faire ce métier, il faut être extrêmement ambitieux, on forme des citoyens éclairés, les valeurs d'égalité, d'esprit critique, tout ça. Puis bon, il faut être humble aussi, hein, parce que nos enfants, nos élèves, ils sont pas forgés que de ce qu'ils vivent à l'école, ils sont forgés par une société qui peut être inégalitaire, qui peut être injuste, qui peut être violente, mais on fait ce qu'on peut dans l'espace qui nous est donné.
En continuant à lutter politiquement comme on le fait quand on est syndiqué. C'est vrai. C'est un double objectif auquel on tient, comme j'avais présenté, et auquel est attaché la FSU, SNUIPP. En effet, on ne peut pas se focaliser sur un seul angle d'attaque, surtout dans notre profession. Enfin, pas que la nôtre, mais surtout dans la nôtre. C'est changer la société, changer l'école, changer la société, c'est le slogan.